Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ah, j'ai coupé le son, d'accord. Donc, c'est marqué dans le langage des Chachamim, Chayav Adam Lomar, un homme est obligé de dire, Mata Yagiu Maasai de Maasai Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce qu'un homme est obligé de dire, quand est-ce que mes actes, mes actions vont arriver aux actes de mes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'est très bizarre comme langage. Parce que on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors maintenant, quelqu'un, il a comme ça une ambition que ses actes, ils arrivent au niveau de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais même pas en rêve. Même pas la photocopie de la photocopie, on peut arriver. Oui. Alors comment c'est possible que quelqu'un, il va avoir une ambition pareille, et que sur ça, on dit Chayav, un homme est obligé. Quelqu'un dit ça serait souhaitable, ça serait super, ça serait une bonne idée, pourquoi pas, tu as le droit de rêver. Non, Chayav, ça veut dire un homme est obligé de dire quand est-ce que mes actions vont arriver aux actions de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça veut dire qu'une personne, elle doit avoir une grande ambition. Maintenant, évidemment, on ne parle pas que la personne, elle doit avoir l'ambition de devenir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, c'est que la personne, de la même manière que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été au bout de leur potentiel et ils se sont réalisés à 100%. Alors aussi, une personne, elle doit aller au bout de ses actes, oui, elle est au bout de son potentiel et elle doit se réaliser à 100%. Alors pour réfléchir un petit peu dans cet esprit-là, j'ai pensé que... Quel jour on est aujourd'hui? Mardi, lundi, dimanche. Donc dimanche, j'ai été à Milan. Et comme je suis passé par Istanbul, donc j'étais la tête un peu à l'envers en revenant d'Israël. Et j'ai pas eu le temps de préparer le cours. Donc j'ai écrit dans l'avion. Donc c'est sorti ça. C'est un peu... Après je l'ai fait, après je l'ai réécrit cet après-midi. Bon, Dieu est grand, j'espère que ça va vous plaire. Et au pire, ça sera bon. Alors, donc, c'est un mot comme ça qui m'est venu dans la tête, que le mot Chametz, puisqu'on est à la veille de Pessah, donc c'est dommage de parler de Hanouka, donc le mot Chametz et le mot Tzmach, ils ont les mêmes lettres. Chametz, ça s'écrit Chet Mem Tzadik, et Tzmach, ça veut dire bourgeonner, pousser, ouais, ça s'écrit Tzadik Mem Chet. Donc c'est les mêmes lettres. Donc j'ai réfléchi à partir de là, que le mot Chametz, il veut dire en vérité, c'est quoi le Chametz? C'est le levain, c'est-à-dire c'est la dégénérescence des enzymes contenues dans l'amidon de la farine. D'accord? Et tzmach, c'est quoi? C'est quelque chose qui pousse, quelque chose qui grandit. La tzmicha, c'est quoi? C'est le bourgeonnement des choses, c'est le développement des choses. Donc on parle de tzmicha d'un arbre, un arbre maintenant qui se met à pousser, une plante. On parle aussi d'une personne. Tzmicha bechinour, ça veut dire c'est quand l'enfant il commence à devenir, à grandir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rapport entre le chametz et le fait de pousser, le fait de grandir. Maintenant, le chametz, a priori, c'est la chose négative. Alors que tzmach, c'est la chose positive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux grandir, tu prends le risque de rater. D'accord? C'est pour ça que quand vous êtes à la banque, vous dites oui, j'ai un peu d'argent à placer. Alors vous dites écoutez monsieur, il y a deux solutions. Soit vous voulez faire un placement à risque, soit vous voulez un placement pas risqué. Si tu veux pas risquer, alors il y a le livret A. D'accord? Donc tu touches 1%, ça s'appelle livret A, parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois les bénéfices, tu dis A. Voilà, c'est livret A. Oui, avant ça s'appelait livret Chlet, maintenant ils ont changé de nom, parce qu'il y a trop de gens qui se doutaient un peu du résultat. Ou alors tu dis, si vous voulez, par contre, on peut faire un placement à risque. Un placement à risque, vous pouvez prendre 3%, 4%, 5%, voilà, tu dis 5%, c'est bien. Bon, la banque, elle prend 32, mais elle va te donner 5. Genre par pitié. Mais c'est risqué. Ouais, c'est risqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va placer sur des choses qui sont fragiles, des choses qui sont volatiles, ils appellent ça volatile, d'accord? Ça veut dire que c'est un neshama qui va s'envoler, mais si vous pouvez gagner plus. Maintenant, pourquoi est-ce que pour gagner plus, il faut prendre des risques? C'est un truc bizarre. Ouais. Un peu comme ce qui se passe un peu aujourd'hui. Les gens ils se disent, oui, pourquoi les autres ils gagnent 5 millions d'euros, et moi je gagne 1000 euros, et pourquoi le patron il gagne 5000 fois le salaire de l'autre? D'accord? Chacun il voudrait que tout le monde gagne tout le monde et que les uns ils travaillent, les autres ils profitent. Mais moi je le dis, ne mélangeons pas tout. D'accord? Donc c'est quoi? C'est que la personne, eh ben celle-là, elle a pris des risques, d'accord? Elle a pris la responsabilité, elle a mis son argent personnel, elle a mis en son nom, elle a hypothéqué sa maison, et elle a lancé un gros projet, et elle a mis 10 millions d'euros, et elle a été en Chine, elle a fait tout le travail, et ben elle touche. Alors toi tu veux pas des risques, toi tu veux te lever le matin, arriver là-bas, tu pointes, tu ranges ton balai, tu arranges ton truc, tu ranges tes dossiers, tu prends tes 1000 euros. Genre tu travailles, ouais. Parce qu'ils ont demandé les 35 heures. Mais ils n'arrivent même pas aux 17 heures. Comment ils vont faire? Oui. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle ne prend pas de risque, elle prend moins.
Celle-là, elle prend des risques, elle prend plus. Donc il y a une logique que quand on réussit quelque chose, ouais, si on veut des plus grands résultats, c'est parce qu'il y a une plus grande prise de risque. Il dit, ça s'appelle le risque d'agir. Alors celui qui prend le risque d'agir, alors automatiquement, il va être sommaire, il va faire pousser quelque chose, faire grandir quelque chose, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on engage un processus, à chaque fois qu'on veut faire grandir quelque chose, on prend aussi le risque que ça se passe mal. On prend le risque que ça dégénère. Comme quelqu'un qui se marie, a priori c'est pour être heureux, d'accord? Et pourtant il y a tellement de couples qui ont des problèmes. Parce que la même source de bonheur, c'est une source de malheur. C'est pas un enfant, tu veux éduquer un enfant. D'accord? Mais les cheveux blancs, d'où ils viennent? Pourquoi on se rase la tête, qu'on s'arrache les cheveux? C'est l'enfant. D'accord? Donc, mais d'un autre côté, c'est une source de satisfaction, la meilleure du monde. Regarde celui qui n'a pas d'enfant, il est angoissé. Et celui qui a des enfants, il fait la gueule toute la journée. Donc, mais c'est quoi? Parce que c'est difficile l'éducation. Mais d'un autre côté, tu as un résultat, il est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis, bon, alors tu tombes enceinte, alors c'est bien. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup de soucis. Eh ben, c'est normal, parce que le bien, il contient du mal. Le mal, il contient du bien. Ça s'appelle en français, ça s'appelle exister. Ça s'appelle vivre. Ça veut dire que réussir, c'est prendre le risque de rater. D'accord? Construire, c'est prendre le risque de détruire. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par une démarche, et cette démarche-là, elle nous coûte, ouais, et c'est très très difficile de savoir si la récompense, c'est d'avoir réussi, ou la récompense, c'est d'avoir pris le risque de rater. Parce que qu'est-ce qui donne de la valeur à ce qu'on fait? Eh bien, c'est la responsabilité. C'est le fait qu'on a agi pour. Oui, et ça, c'est un risque. Il dit cette logique-là, elle se retrouve que dans chaque acte, en vérité, dans chaque acte, il y a une smicha, il y a quelque chose qui va bourgeonner, quelque chose qui va développer, quelque chose qui va grandir, mais en même temps, dans chaque acte, il y a du chametz. Pourquoi? Parce qu'il est connu, très très connu, ce passage de la Torah, central, c'est marqué Ushmartem et Matzot. Vous garderez les matzot. D'accord? De là, on apprend qu'il faut utiliser des matzot shmurot. Pourquoi? Parce que d'un côté, la Torah, elle a dit, pendant 8 jours, vous ne devrez pas manger de chametz, pendant 7 jours, vous ne devrez pas manger de chametz, d'accord? Et bien, pour ne pas manger du chametz, et que si tu veux prendre des céréales, tu es obligé d'éviter que la pâte devienne chametz. Ça s'appelle ushmartem et tamatzot, d'accord? Maintenant, ils disent, les chachamim, un langage bizarre, ils disent ushmartem et tamatzot, al tikre matzot et la mitzvot. Ne dis pas matzot, mais mitzvot. D'accord? Mais c'est bizarre. Maintenant, c'est écrit matzot. C'est marqué dans le texte, c'est marqué matzot. Les chachamim viennent, ils disent non, ne lis pas matzot, il lit mitzvot. Maintenant, le mot mitzvot, il s'écrit même tzadik vavtav. Les mêmes lettres que matzot. Matzot, ça s'écrit même tzadik vavtav. D'accord? Maintenant, la Torah, elle a dit ushmartem et ta matzot. Qu'est-ce que tu viens chez moi, tu me dis non, on ne parle pas des matzot, on parle des mitzvot. Ah, donc il n'y a plus la matzah. Si, ça parle de la matzah. Mais en vérité, ça parle de la mitzvah. Alors, c'est la mitzvah, c'est la matzah. Comment ça marche? Premièrement. Et deuxièmement, garder les matzot. On a compris qu'est-ce que ça veut dire. Faire attention qu'il n'y ait pas de chametz. Mais garder les mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire garder les mitzvot? Quand tu les gardes de quoi? Elles vont s'enfuir. Ou shmartem et matzot. Alors la Gemara elle dit al tikrim matzot et la mitzvot. Ne dis pas matzot mais mitzvot. Et là il dit une phrase incroyable. Mitzvah abba al yadecha. Une mitzvah qui se présente devant toi. Al tahmitzena. Oui, ne la laisse pas devenir chametz. Ne la laisse pas fermenter. Maintenant vous savez très bien que le chametz c'est quoi? C'est de l'eau et de la farine. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? D'accord? Maintenant, l'eau, elle est très bien. La farine, elle est très bien. L'eau, elle peut durer 10 000 ans si vous fermez bien la bouteille. La farine, si vous la mettez sous vide, elle peut durer 100 000 ans. Mais, attention, dès que vous allez les mettre en contact, le processus démarre. C'est comme ça. C'est comme des gens qui ne se connaissaient pas, ils étaient très bien. Et un jour, ils se rencontrent. Des fois, des pires encore, ils sont mariés. Ouais. C'est-à-dire, séparément, sont extraordinaires. Une sociabilité extraordinaire. Et les deux dans la même maison, le feu. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Si lui, il est tordu ou elle est tordue, tu dis ok. Mais si lui, il est bien et elle est bien, pourquoi c'est le feu? C'est pareil. Le gars, il s'arrange avec tous les gens du monde, ça s'arrange pas avec son père. Celui-là, il s'arrange avec tous les enfants du monde, ça s'arrange pas avec son fils. Les deux en même temps, c'est du chametz. Et pourtant, c'est le plus haut niveau d'amour. Parce que c'est la meilleure matzah qu'on peut faire, c'est le père et le fils. C'est pourvu qu'un des deux soit Saint-Esprit, ça fait le père, le fils et bon. Mais et c'est pareil, l'homme et la femme, c'est l'amour fou. Ou alors c'est la haine, qu'elle crève, qu'elle s'étouffe, qu'elle disparaisse. C'est bizarre. Pourquoi des tels extrêmes? Parce que, encore une fois, quand tu veux créer quelque chose de grand, tu prends le risque de créer quelque chose de dangereux. C'est-à-dire que les extrêmes, ils se ressemblent. Donc cette logique-là, qu'au moment
où tu mets en phase l'eau et la farine, c'est fini, tu as déclenché quelque chose. C'est comme la fleur. Elle est belle, elle est mignonne, elle pousse. Et toi, tu viens, tu la coupes. Dès que tu la coupes, elle commence à mourir. Donc ça veut dire quelque chose de grave. Ça veut dire que la fermentation, c'est le début de la mort du pain. D'accord? Mais quand la graine, elle germe, c'est le début de la mort de la fleur. Parce que cette graine-là, elle pouvait rester longtemps. Mais maintenant qu'elle a germé, ça y est, elle commence. Donc elle va sortir une tige, elle va sortir, elle va pousser, et hop, elle va mourir. C'est normal. Donc ça veut dire que c'est un cycle. Il dit, cette logique-là, que si tu regardes bien, les Chachamim ont comparé la mitzvah avec la matzah, et en fait, les règles d'accomplissement de la mitzvah, ouais, et les règles d'accomplissement de l'acte, ce sont les règles d'accomplissement de la fabrication de la matzah. Parce qu'il n'y a plus de différence entre les deux. Ça veut dire que la farine, c'est comme un potentiel. Et l'eau, c'est comme un effet déclencheur. Maintenant, toi, des fois, c'est la farine. Et la situation, c'est l'eau. Et grâce à cette situation, tu es devenu quelqu'un de bien. Des fois, c'est le contraire. On te propose une farine devant toi, et toi, tu as l'eau. Et toi, tu t'investis dans la chose et tu crées quelque chose. Donc, cette rencontre entre l'eau et la farine, c'est-à-dire entre le potentiel et le déclencheur, l'agent actif, qui va faire se développer la chose. Maintenant, le problème, c'est que cette chose-là, quand elle se développe, automatiquement, elle génère des changements, elle génère des bouleversements. Et ce bouleversement, qui s'appelle la pâte dans le bon côté, il s'appelle aussi la pourriture dans le mauvais côté. Parce que la pâte, elle continue à fermenter, jusqu'à la fin, elle fait de la moisissure. D'ailleurs, comment on fait du levain? Avec une pâte fermentée. Donc quand on laisse la pâte fermenter, on prélève un morceau, et avec ça, on fera le levain du lendemain. Bon, aujourd'hui, on ne se casse pas la tête, on achète directement de la levure. Ouais. Mais en vérité, c'est quoi la levure? C'est de la pâte qui a fermenté. Donc ça veut dire que ce qui est à l'origine de la vie, c'est ça ce qui est à l'origine de la mort. Vous me suivez ou... Ouais. Ce qui amène le bien, c'est ça ce qui amène le mal. Parce que si vous regardez bien une pâte qui est chametz ou une pâte qui n'est pas chametz, une pâte qui est matzah, d'accord? Donc en fait, c'est quoi une pâte chametz? C'est une pâte qui était matzah qui est devenue chametz. Maintenant, si vous dites que la pâte matzah, elle ressemble au tzaddik, et que la pâte chametz, elle ressemble au rachat, puisque avant d'être chametz, elle était matzah, donc ça veut dire que le tzaddik, ouais, il n'est pas devenu chametz, il n'est pas devenu rachat. Mais le rachat, il était tzaddik. Vous me suivez ou... Ça veut dire qu'un tzaddik, c'est quoi? C'est un rachat qui s'est préservé. Et c'est quoi un rachat? C'est un tzaddik qui a mal tourné. Ben oui, c'est pour ça que les Réchaïm ont toujours un bon fond. Ils sont gentils, en fait. Mais ils étaient sous influence, ils étaient faibles, ils se sont laissés aller. Et c'est quoi le laisser aller? C'est quoi le laisser aller? Le laisser aller, c'est laisser faire la vie. Vous savez comment ils utilisent les gens? Vous savez, Rav, c'est la vie. Hein. Eh ben, c'est la vie, vous savez, c'est des choses qui arrivent. Moi, il n'était pas bien, puis il est tombé malade, il était négligent, et il est mort. Il est mort, c'est la vie. Mais tu vois, ce couple, bon, ils n'avaient rien en commun, ils n'avaient pas les mêmes projets, ils ne communiquaient pas. Au début, c'était un peu du mépris, après, ils étaient très occupés dans le travail, puis finalement, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans sa vie, puis après, ils ne voyaient pas l'intérêt de se parler, puis ils ont dit pourquoi on va rester ensemble, et puis bon, et puis ça s'est terminé. Vous savez, ça s'est terminé, et puis c'est la vie. Je ne supporte pas ce mot, ça. C'est quoi ça? C'est ça la vie? Au contraire, c'est le contraire de la vie. La vie, c'est le contraire. Ça, c'est la mort. Maintenant, si ça arrive en une fois, en prenant un mur, alors tu dis, c'est un accident. Mais si ça prend 10 ans, tu dis que c'est la suite normale des choses. Pourquoi c'est ça la suite? Non. Ça veut dire la logique que quand quelqu'un n'est pas dans une dynamique positive de construire quelque chose, quand quelqu'un n'est pas en dynamique de vie, il est en train de laisser glisser la vie. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que le contraire d'aller, c'est laisser aller. Vous vous rappelez de ça ou non? Levez la main les redoublants. On les connaît par cœur. Là. Où sont mes références? Oui, votre copine. Un mot de retard. Donc je vous donne le secret, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'écouter, ou les gens qui croient l'avoir compris.
quand c'est marqué dans la Torah, ou Bechukota et Telechu, dans mes lois, vous irez. Donc la Torah, elle a dit, vous irez. Ouais. Einstein, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est-à-dire que quand la Torah, elle vient, elle dit, Telechu, vous irez, ça veut dire Telechu, c'est quoi? C'est l'alechet. L'alechet, c'est aller. Et l'alechet, c'est quoi? Altikre alichot et la alachot. Ne dis pas déplacement, mais halacha. Donc c'est quoi la halacha? La halacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Comment un juif se déplace selon la halacha? Si vous allez dire que c'est un peu restrictif, il faut ouvrir les horizons, il y a d'autres manières de voir. Ok. Regarde les goïms, ça fait 5000 ans qu'ils cherchent. Ils ont essayé le capitalisme, le communisme, le bouddhisme, le nudisme. Ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas, ils cherchent, ils trouvent. Tous les 10 ans, ils trouvent un nouveau truc. En fin de compte, il revient aux bases, après il retrouve. Comme la mode, elle revient. Ouais. Mais nous, on a quelque chose qui marche depuis 3500 ans, à peu près. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est les fondements du monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle la halacha. La halacha est le produit des tzadikim. Maintenant, c'est un chemin. Maintenant, tu peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Mais ce qui est bien quand tu ne l'utilises pas, c'est que tu connais le résultat. Comme tu l'utilises, quand tu l'utilises, tu connais le résultat. Quand tu ne l'utilises pas, tu connais le résultat. C'est bien. Alors que nous, on voudrait, non, arbitraire, aléatoire, pourquoi pas, genre poésie. Il n'y a pas de poésie, Baba. C'est clair. C'est comme les lois de la compta. C'est les lois de la compta. Tu dis, faut être un petit peu poétique. Mais non, ça s'appelle un dépôt de bilan. Non, il y a les lois de la compta. Il y a les lois de la finance, il y a les lois de la nature. Tu te jettes dans l'avion, tu vas mourir. Pourquoi? Et si j'ai pas envie? Tu vas mourir. Ça s'appelle l'attraction terrestre. Ça s'appelle la loi de la gravité. Tu t'approches du sol. Donc même si tu t'en remets à Dieu, en sautant de l'avion, tu dis adieu, Dieu il dit à tout de suite. C'est la nature. C'est inexorable. Ouais. Ben c'est pareil. Maintenant, quand toi tu connais la loi et tu utilises la loi, ça s'appelle quelqu'un de malin. Quand tu dis il n'y a pas de loi, anarchiste, d'accord? Ou tu dis non, je vais me faire ma loi à moi, tu peux essayer. C'est pas interdit. Il y en a qui ont essayé, je te dis, c'est Altikre, Alichot et la Halachot. Maintenant, si tu dis que la halacha, c'est la trajectoire de déplacement, et la Torah, elle est venue, elle a dit ou Bechukotai Telechu. Et dans mes lois, vous irez. C'est-à-dire quoi? Vous irez. Ouais, c'est un acte dynamique. Donc, c'est quoi le contraire d'aller? Rester sur place, reculer? Non. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Et ça, je vais vous demander de faire un effort d'abstraction. Il y a une nuance d'optique, une illusion d'optique dans la perception du mouvement. Pourquoi? Parce que tu as des gens, tu les vois se déplacer. Donc tu as l'impression qu'ils sont en train d'aller. Mais non, ils ne sont pas en train d'aller là. Ils sont en train de se laisser aller. Par exemple, si vous voyez une rivière et il y a un cadavre qui descend, donc vous, relativement à la berge, vous dites il est en train de se déplacer. Mais non, il ne se déplace pas. C'est qu'il est emporté par le courant. Alors quelle différence entre le mec qui est emporté par le courant parce qu'il est mort, celui-là il est emporté par son Yetzera parce qu'il ne le maîtrise pas, celui-là il est emporté par ses pulsions, celui-là il est poussé par ses peurs, celui-là il est tiré par ses envies, celui-là... Alors, ça s'appelle du laisser aller. Voilà. Donc quand la Torah elle a dit Telechu, ça veut dire vous serez dans une dynamique d'aller. Et bien toi c'est pareil. Si toi tu n'es pas dans une dynamique de construire ton couple, je peux te dire que ton couple il va partir en sucette. Tu dis mais je comprends pas. On a l'appartement dans le 16e, on a les meubles Ikea, mais qu'est-ce qui nous arrive? Tous nos enfants sont bronzés. Ben oui mais il faut une dynamique de couple. Il faut y aller, il faut parler, il faut s'investir, il faut avoir des projets, il faut faire des restaurants, il faut être poétique, il faut faire évoluer l'intimité. Non, c'est pas la peine. On a un grand téléviseur. On part 2 fois par an en vacances. Elle a la carte premium, la noire. Elle fait ce qu'elle veut. C'est bizarre, hein? T'as pas compris encore? Telechu, il y a marqué Telechu. Vous irez. C'est-à-dire que vous serez, vous, dans une dynamique positive et constructive d'aller. Mais si tu n'es pas dans une dynamique d'aller, eh ben, ça veut dire que tu es dans le laisser-aller. C'est vrai que de l'extérieur, ça a l'air d'être que tu bouges. On te voit que tu bouges. Mais en vérité, tu te laisses aller. Et bien, bizarrement, aller, ça génère de la pureté, et laisser aller, ça génère de l'impureté. Ouais. Parce que aller, ça s'appelle la vie, laisser aller, ça s'appelle la mort. Parce que le cadavre, c'est rare qu'il se lève et qu'il marche. Par exemple, vous êtes fatigué, vous dites, bon allez Maurice, lève-toi. Il ne va pas se lever. Il est mort. Il est mort, il ne bouge pas. Donc tu es obligé de le lever et de l'emmener. Vous me suivez ou non? Eh ben, c'est pareil, il y a des gens, ils se laissent porter. C'est pour ça qu'un mort, il pèse plus lourd qu'un gars qui dort. Oui? Et un gars qui dort,
il pèse plus lourd qu'un gars qui est réveillé. Oui. Et un gars qui n'a pas envie d'y aller, il pèse plus lourd qu'un gars qui a envie d'y aller. Donc tu vois que plus il y a de volonté et plus il y a de présence de l'âme, et plus la personne elle est légère. Par contre, quand l'âme s'en va, ou quand la bonne volonté s'en va, et comme la volonté vient de l'âme, donc ça s'appelle Allah. Ça s'appelle lourd. Ça s'appelle immobile. Et c'est ça le langage de mort. Comme ça, il dit gens, de toute façon c'est mort. C'est quoi, j'y crois plus, je crois que c'est mort. De toute façon c'est mort. Il n'y a pas d'avenir, c'est mort. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en vérité? Il est en train de laisser dégénérer les enzymes qu'il a en lui. Ce qu'on appelle le Hametz. C'est comme si tu pars dans la peur. Voilà, il y a eu un événement. Ok, il y a eu un événement. Tu as failli tomber, d'accord? Tu as failli tomber. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi j'ai failli tomber. Ou non, tu vas dire, t'en compte, j'ai failli tomber. Et si j'étais tombé? Et si je m'étais cassé la clavicule? Ou si je m'étais déformé l'oreille interne? Et ça m'aurait fait des problèmes neurologiques. Après, j'aurais une douleur. Le médecin n'aurait rien trouvé. Du coup, je serais devenu fou parce qu'il m'aurait dit que vous êtes mytho. Tu dis, attends. T'es pas tombé. Oui, mais si j'étais tombé. Tu vois comment ils font les gens? Ils partent. D'accord? L'autre a dit, oui, mon mari est un serial killer. Je dis, ah bon? C'est vrai? Oui. Il se lève la nuit pour égorger les gens? Non. Mais il s'est énervé, il a claqué la porte. Je dis, bah alors? Bah aujourd'hui, il claque la porte. D'accord? Demain, il crie. Après, il casse les meubles. Après, il n'y a plus rien à casser. Il commence à toucher les enfants. Oui, après, il me tue. Il nous égorge tous. Il nous découpe, il nous démembre. Il nous jette à la poubelle. Je dis, attendez, il a juste claqué la porte. En plus, c'est même pas qu'il a claqué la porte, c'est avec une fenêtre ouverte. Du coup, ça fait courant d'air. Donc la question, c'est pas est-ce que ton mari est violent. La question, c'est comment ça se fait que tu es parti là-bas, toi? C'est renversant. D'accord? Donc, c'est que ta tête, elle est partie là-bas. Maintenant, ta tête, elle est partie dans la peur. Ou ta tête, elle est partie dans l'inconnu. Ou ta peur, elle est partie dans l'insécurité. Ou ta tête, elle est partie dans le doute. Mais ta tête, elle part. Mais tu sais pourquoi ta tête, elle part? Tu dis, mais qui c'est qui l'a emmené là-bas? Mais tu n'as pas besoin de l'emmener. Je rappelle à tous ceux qui n'ont pas encore compris que si vous allez chez Truffaut, un magasin très connu pour acheter des plantes et des fleurs, et que vous demandez le rayon des mauvaises herbes, il n'y en a pas. Il y a des tulipes, il y a des roses. Tu dis, je voudrais des mauvaises herbes. Le gars il dit, mais monsieur, on ne vend pas les mauvaises herbes. Pourquoi? Elles sont déjà dans la terre. Et c'est vrai. Tu te dis, mais combien ils ont mis de graines? Ça fait des milliards d'années, d'après eux, d'après nous, ça fait 5000 ans, qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent. Mais qui c'est qui les a mis? Je sais pas, ça pousse tout seul. Et pas, ça prouve que le monde ne s'est pas fait tout seul. Parce que si tu veux du blé, il faut crever pour en avoir. Mais si tu veux des mauvaises herbes, t'as rien à faire, ça pousse tout seul. Donc les bonnes qualités, on met du temps pour les acquérir. Mais les mauvaises sont naturelles. Laisse monter le tordu qui est en toi. Laisse-toi aller. C'est ça le problème. Vous me suivez ou... C'est pour ça que c'est marqué le Olam, Irgaz Adam, Yetzeratov, Kenege Yetzerara. Un homme doit faire lutter son Yetzeratov contre son Yetzerara. Tu dis, mais je ne comprends pas, je vais aller moins lutter contre le Yetzerara. Au contraire, j'ai une autre école de pensée qui est beaucoup plus logique. C'est sur Mera Ve'asetov. Ouais, écarte-toi de Mera, surtout Mohamed, Ve'asetov, et fais le bien. D'accord? Donc, sur Mera, écarte-toi du mal. Donc, écarte-toi du mal, ça veut dire fuis le Yetzerara. Et toi, tu me dis, non, va le chercher, va te battre avec lui. Il y a une différence. Il y a une différence. Les épreuves qu'Hachem t'envoie, tu vas te battre avec. Mais toi, ne fais pas le fou d'aller chercher les épreuves. Pourquoi? Parce que les épreuves qu'Hachem t'envoie, il sait que tu es à la hauteur. Même des fois, toi, tu ne le sais pas, mais lui, il le sait. Il t'envoie des choses que... Mais toi, si tu veux dire, je vais finir le Talmud dans 2 jours, laisse tomber. Déjà, tu n'oses même pas mettre une baffe à la tête de Mouloud. Mouloud, le videur. 192 kilos, 1m95, 21 combats, 200 morts. Il tue le public de merde. Jamais tu vas le voir, tu dis, Mouloud, pousse-toi. Non, parce que tu vas mourir. Tu dis rien. Tu la joues discret. S'il vous plaît, monsieur Mouloud, pourriez-vous laisser un peu de place afin que ma modeste cadavre puisse rentrer dans la boîte de nuit. Et lui, il va se pousser un peu. Les 200 kilos, ils vont bouger. Une pyramide. Ouais. Et c'est ça, cette logique-là. C'est quoi? C'est que tu as compris à quel genre d'épreuve il faut t'attaquer et à quel genre d'épreuve il ne faut pas t'attaquer. Il dit là, c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que toi, tu sais que
tu ne dois pas chercher l'épreuve. Tu ne dois pas la chercher. D'accord? Mais quand l'épreuve, elle est là, attention à toi. Parce que c'est quoi? C'est une occasion de se laisser aller. Ou alors de se prendre en main. Quand tu te prends en main, donc tu vas prendre ton Yetzeratov, c'est-à-dire que tu vas prendre le meilleur que en toi, tu vas prendre tes forces, tu vas prendre tes capacités, tu vas prendre les outils que Dieu t'a donnés et tu vas y aller. Allez, va te bagarrer. Mais si tu dis non, quoi ça sert de se bagarrer, de toute façon ça se termine toujours pareil, et puis si Dieu veut, ça ira bien. Mais non, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'y aller maintenant. Tu te rends compte que Victor Hugo, il a écrit des milliers de pages avec du papier pourri, que toi tu t'en servirais même pas pour emballer les cadavres, et une plume. Toi, tu as un stylo, jet, encre, liquide, gel, cravate, pilote. Tu as du papier Clairefontaine. On attend toujours le premier poème. Au moins un petit article. Rien. Wallo de chez que dalle. Quoi, c'est l'inspiration qui manque? Non, parce que tu comprends, mon stylo, il accroche. J'arrive pas à écrire. J'ai pas un papier de bonne qualité. Mais t'as pas compris encore que c'est pas les circonstances qui font la personne, c'est la personne qui fait les circonstances. L'autre, il avait un entrepôt en fond de cour à Stein. Il a gagné 32 milliards. Toi, tu avais une boutique en façade aux Champs-Élysées que ton père, il t'a payé. Il n'y a pas un mec qui rentre. C'est normal avec la gueule que tu fais. Comment tu vas vendre des chaussures italiennes alors que tu as un seul modèle, c'est des pompes funèbres. Mais lui, il s'est battu. Il s'est battu. Il a appelé les Allemands, il a appelé les Français, il a appelé les Italiens, il a été visiter des usines, il a cherché la marge, il s'est battu, il a fait des contacts, il était dans les cocktails, il a fait les salons. 32 milliards. Et toi, tu es resté au fond du magasin. Je ne comprends pas, les gens, ils ne rentrent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit, lève-toi, vas-y, bouge ton derrière, bouge, vas-y, crée une dynamique, crée un mouvement, développe. Ah ouais, mais quand tu développes, c'est risqué quand même. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est marqué En Tzadik Ba'aretz, Asher Ya'aseto Velo Yicheta. Il n'y a pas un tzaddik sur la terre qui va faire du bien et qui ne va pas fauter. Les gens, ils retiennent toujours la fin. Il n'y a pas un tzaddik sur la terre qui n'a pas fauté. Alors il a dit, je suis obligé de fauter puisque je suis un tzaddik. Bon, il y a beaucoup de Rechaïm qui fautent parce qu'ils sont des tzaddikim. Pour pas que les autres ils soient complexés. Les tzaddikim nistarim, c'est-à-dire que même Dieu ne les connaît pas. Mais il y a plus encore, il y a les leisterim, c'est-à-dire ça c'est vraiment des niveaux très bas. Non, en tzaddik ba'aretz asher ya'aseh tov. Il n'y a pas écrit il n'y a pas un tzaddik sur la terre qui a fait du bien et qui n'a pas fauté. Pourquoi? Parce que c'est quoi la asot tov? On a expliqué déjà 1 782 882 fois que tov, ça ne veut pas dire bien. Ça, vous calmez un peu, ça c'est Boker Tov. Non. Tov, ça veut dire complet. Ya'aseh tov, ça veut dire que moi je sais que je suis incomplet et je veux devenir complet. Et moi je sais que la réalité est là pour me compléter. Donc ce qui me dérange, ça ne me dérange pas parce que je vais grandir avec. Donc toi tu me mets en colère, en vérité tu m'apprends la patience. D'accord? Toi tu me demandes de l'argent, ça veut dire que tu m'apprends la générosité. Toi maintenant tu me regardes avec des yeux bizarres, ça veut dire que moi tu m'apprends à ne pas vivre dans le regard de l'autre. Donc moi je vais être tov avec tout ce qui arrive. Moi je vais grandir avec tout ce qui arrive. Moi je vais me développer avec tout ce qui arrive. Donc c'est quoi Ya'aseh tov? Ça veut dire que je vais fabriquer du complet. Fabriquer du complet, ça veut dire pousser les limites, ça veut dire développer des projets, ça veut dire réaliser des choses. Maintenant ça n'existe pas. En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov. Ça n'existe pas un tzaddik qui a fait du bien, donc qui a développé, qui a pris des risques, qui a créé, ouais, et Velo Yicheta qui n'a pas fauté. C'est-à-dire qu'il n'a pas fauté, on ne parle pas des Averot. C'est-à-dire qu'il n'a pas trébuché. C'est celui qui prend des risques de réussir. Encore une fois, il prend le risque de se planter. Ça, c'est marqué le tzaddik qui tombe 7 fois, il se relève. Ils disent les Sfarim, mais c'est pas 7 fois, c'est 7000 fois que tu tombes. Et tu te relèves. Maintenant, moi, je te pose une question. De quoi tu as grandi? Tu as réussi tous tes échecs. Alors, je donne le secret. Les réussites, elles donnent la satisfaction. Mais les échecs, ils donnent la maturité. Ils donnent la combativité. Donc, à la limite, c'est un process normal. Et tu t'es planté. Tu te rappelles le premier business que tu as fait, tu t'es planté. Ouais, à l'époque, je me suis planté, j'ai perdu 18 000 francs. C'était encore des francs. Eh ben, tu vois, j'ai tiré les leçons, j'ai compris avec qui il va s'associer, j'ai compris qu'il fallait gagner à l'achat, j'ai compris qu'il avait une compta bien. Eh ben, c'est bien. Parce qu'après, tu as pris 20 millions d'euros dans le deuxième business. Donc, les 18 000 francs que tu as perdus dans le premier business, en vérité, c'était un miracle. Parce que tu aurais pu perdre les 20 millions d'euros du deuxième business. Donc, Baruch Hashem que tu as perdu dans le premier business, ça s'appelle le prix des études. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont tellement Allah, qu'ils sont obligés de se marier et de divorcer pour se marier avec la bonne personne.
Après, tu dis, bon, j'étais jeune à l'époque, maintenant j'ai compris des choses, j'ai compris qu'il faut faire des compromis, j'ai compris qu'il faut apprendre à aimer la personne comme elle est. Mais comment tu as appris avec le premier divorce? C'est cher. C'est le prix des études. C'est cher les études, non? Oui, non? Voilà, ça laisse des cicatrices. Maintenant, il y a des gens malins, ils font les études avant de créer de business. Il y a des gens qui disent, oh bon, on le fera sur le tas, on se débrouille, on se débrouille. Tu te débrouilles, mais ça prend des cicatrices. Ça prend des bras cassés, ça prend des plâtres, ça prend des erreurs, ça prend des souffrances. Mais tu as grandi. Donc de toute façon, tu vas grandir. Tu vas grandir comme ça ou tu vas grandir comme ça. Maintenant, quand tu fais les études, tu prends des claques, mais c'est des claques théoriques. D'accord? Et quand tu fais dans la vie, tu prends des claques, mais tu prends des claques physiques. Mais c'est toujours des claques. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai compris. C'est pour ça que c'est marqué En Adam Lomed, et là, Ken Nirchalbo. Un homme n'apprend que ce dans quoi il a trébuché. Alors les gens ils disent, mais j'ai pas envie de trébucher. Mais tu vas apprendre. Maintenant, trébucher, il y a deux lectures. Toi, trébucher, ça veut dire que tu es tombé, et comme tu es tombé, bah, tu as appris à ne plus tomber. Soit trébucher, Nirchal, ça ne veut pas dire trébucher, ça veut dire rencontrer la réalité. C'est-à-dire que tant que tu es dans la théorie, ça ne marche pas. À un moment, il faut rentrer dans la réalité. Et quand tu rentres dans la réalité, tu grandis. C'est pour ça que tu vois des gens, ils se cassent la tête, ils réfléchissent, ils truquent, ils rament, si on peut dire ça, on peut faire ça, peut-être on peut faire ça, on peut faire ça. Je dis, mais tu as une maladie qui s'appelle le cérébral. Il y a des gens, c'est des cérébraux. Ouais. Les cérébraux, ils ont une seule manière de se soigner, c'est de rentrer dans l'action. Maintenant, il faut y aller. Oui, mais peut-être que je ne suis pas encore prêt, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas le truc, mais c'est une grave maladie. Parce que les gens qui sont simplés, donc eux, ils n'ont pas de doute, puisqu'ils n'arrivent même pas à envisager la deuxième possibilité. Mais les gens intelligents, ils envisagent tellement de possibilités qu'ils sont paralysés par le choix. Ça s'appelle l'embarras du choix. Et si c'est ça, et si c'est pas lui, et si c'est pas elle, et si c'est trop tôt, et si c'est trop tard, et s'il ne me comprend pas, et si ça se passe mal, et si... Pour apprendre à nager, il faut rentrer dans la mer. Et quand tu es vraiment dans la mer, tu vas nager. D'accord? Tu vas nager. Maintenant, si tu vois que l'eau, elle est pleine de requins, c'est pas une expérience. C'est un suicide. Vous me suivez ou non? Si tu vois que l'autre, c'est un serpent à sonnette, c'est pas la peine de faire genre, je vais lui faire le... Non, ils s'en foutent. Ils te piquent et tu meurs. Donc c'est que tu as évalué que c'est possible ou que c'est pas possible. Maintenant, c'est quoi possible? Possible, ça veut dire que c'est juste à la limite de ce qui t'oblige à grandir. Mais ce qui t'oblige à changer complètement ou ce qui t'oblige à renoncer à ce que tu es, ça s'appelle pas changer, ça. Ça s'appelle pas grandir. Ça s'appelle se détruire. C'est cette logique-là que quand toi, tu es devant une réalité, cette réalité, on a compris maintenant, c'est quoi? C'est une occasion de faire une mitzvah. Donc en fait, c'est une occasion de fabriquer une matzah. Mais étant donné que tu as engagé le phénomène de la fabrication de la matzah en mettant l'eau sur la farine, et dès qu'on met l'eau sur la farine dans la fabrication des matzot, on doit appuyer sur le chronomètre. Ouais. Dès qu'on met l'eau, ça démarre. Dès qu'on met l'eau, ça démarre. Donc ça veut dire maintenant le phénomène de fermentation, il démarre. Maintenant tu dis, c'est bizarre, parce que c'est bien, c'était juste de l'eau et de la farine. Après tu mélanges, ça fait une espèce de gadou. Après tu pétris, après l'eau, elle s'insère dans la farine elle s'insère dans l'eau, ça fait une pâte. Et c'est une bonne pâte. Maintenant, tu as deux solutions. Étant donné que le temps passe, et étant donné que le temps passe, donc automatiquement, il y a la fermentation. Alors, il y a que deux solutions. Soit tu vas mettre la matzah au four avant les 18 minutes, et donc ça arrête la fermentation. Ouais. Soit tu vas continuer à pétrir. Alors, je rappelle pour les gens qui sont nouveaux au club, c'est que la pâte, elle va naturellement devenir hametz. Vous savez ça. Vous mettez l'eau et la farine, vous mélangez, hop, vous attendez. Il n'y a rien à faire. Vous attendez comme ça, vous regardez. Et au bout de 18 minutes, elle devient hametz. Tu dis, mais qui c'est qui l'a rendu hametz? Personne. Ça s'appelle la dégénérescence des enzymes contenues dans l'amidon de la farine. Ça va? Donc c'est pareil. Si toi, tu n'entretiens pas cette maison, elle tombe en ruine.
tu n'entretiens pas la voiture. Tu sais, le gars, le taxi, il fait 1 million de kilomètres. La tienne, au bout de 100 000, tu détruis le carburateur, tu défonces le système, tout est usé. On te dit, entretiens. Tu fais les vidanges, tu changes les plaques de frein, tu nettoies le je sais pas quoi. Ça tient. Elle roule 1 million de kilomètres. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Laisse une place, s'il vous plaît. D'accord? Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas entretenir. C'est pareil, ta femme, ton mari. Sois sympa, faites des soirées, faites des kiffs, développez la communication, améliorez votre compréhension, faites des choses ensemble, ayez des projets communs. Non, on n'a pas le temps, ça c'est difficile, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. T'as pas le temps, mais le voisin, il a du temps. T'as pas le temps, mais la secrétaire, elle est amoureuse de toi. L'autre, elle vieillit, l'autre, elle rajeunit, c'est compliqué. Donc si, encore une fois, tu n'es pas dans une dynamique de fabriquer la matzah, et on a dit qu'il y a 2 solutions. Soit tu la mets au four et tu arrêtes la fermentation. Ouais. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est là. C'est facile avec le couple, d'accord? Moi, j'arrive pas à te parler, toi, tu n'arrives pas à me parler. Bon, il y a certains sujets qu'on n'arrive pas à toucher. Ça s'appelle les sujets tabous, c'est-à-dire tout. D'accord? Après, je te dis, écoute, j'en peux plus. Écoute, j'en peux plus, j'ai envie de parler avec toi. Je peux pas, à chaque fois que je te parle, tu fais le chaîne, toi tu te bloques, toi tu te braques, toi tu... Ouais, t'as rien, je peux plus. On va parler, d'accord? On va parler de l'argent. Comment ça se passe avec l'argent, d'accord? On va parler de tes parents. Comment ça se passe ta mère, elle parle mal sur moi, d'accord? On va parler des vacances. Toi, tu tiens absolument à aller à la mer. Moi, on va parler de la LIA. Tu veux la faire, moi, je veux pas la faire. Donc, on va parler. Maintenant, de parler, c'est se confronter. Se confronter, c'est mélanger l'eau et la farine. Attention, attention. Parce que la confrontation, elle peut donner de la pâte ou elle peut donner du khametz. D'accord? Maintenant, toi, tu es prêt à faire ça? Alors, ça veut dire quoi? On va poser la question, on va se mettre face à face. On va poser la question, chacun va dire son point de vue. Moi, après, je vais m'adapter à toi. Toi, tu vas t'adapter à moi. On va trouver le compromis. Donc, la farine, elle va s'assimiler à l'eau. L'eau, elle va s'assimiler. Et on va être béchalom, ensemble. Toi, tu vas être bien. Moi, je vais être bien. On a trouvé le compromis. On a trouvé la solution. On est bien. Mais attention, maintenant, il faut finaliser une décision. Il faut fixer des nouvelles règles. Il faut se les imposer de les faire. Et il faut constater ensemble que ça nous a fait du bien. Ça s'appelle finaliser l'acte, ça s'appelle mettre la matzah au four. Ça va? Les gens, ils ne font pas comme ça. Les gens, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas. De toute façon, je sais très bien où tu veux en venir, mais j'ai rien dit. Ouais. Vous êtes tous pareils. Vous les Marocains, vous les Tunisiens, vous les hommes. Après, 2e niveau, on parle. De toute façon, je ne suis pas d'accord. On n'a pas le même point de vue, on n'a pas la même éducation, on ne vient pas du même monde, on n'a même pas le même sexe. Bon, c'est bien ça. Ouais. Après, 3e niveau, on réussit à parler, mais on n'a pas de point commun. Écoute, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que je te dis? Tu as dit ton point de vue, j'ai dit mon point de vue. Écoute, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? On n'a pas la même opinion. Parce que toi, tu confonds personnalité et esprit de contradiction. Toi, tu confonds obstination et détermination. Toi, tu confonds chaîne, ouais, et engagé. C'est ça ton problème. Parce que comment tu arrives à être d'accord? Moi, les gens ils me disent, écoutez, Rav, on est d'accord sur rien. Chaque chose, on n'est pas d'accord. On s'engueule sur tout. Je lui dis, mais un clochard cambodgien bourré, tu t'es énervé avec ta femme. Tu dis, bon, je vais promener le chien. Mais t'as pas de chien, c'est pas grave. Tu sors dehors. Il fait un peu froid, c'est pas grave. Tu sors, tu fumes ta clope, tu t'assois sur un banc. Il y a un Cambodgien à côté de toi, bourré, cambodgien. Il parle même pas français. Mais il est bourré. Ouais. Et au bout d'un quart d'heure, tu commences à parler avec lui, tu dis, l'éducation des enfants, c'est important. Tu dis, oui, c'est vrai, c'est important l'éducation. Il faut un peu de fermeté. Oui, c'est vrai, il faut un peu de la fermeté. Mais il faut beaucoup d'amour. Oui, il a raison, il faut beaucoup d'amour. Je comprends pas. Le mec, c'est un Cambodgien, bourré, clochard. Au bout de 5 minutes, tu tombes d'accord. Ta femme, elle t'a donné 5 enfants, 21 ans de vie commune, t'es d'accord sur rien? Allez vivre dans la rue. Non, je sais pas. Je sais pas moi, allez vous bécoter sur les bancs publics. Je sais plus. Je sais plus quoi dire. C'est incroyable. Je comprends, vous êtes d'accord sur rien, mais va parler. On n'arrive pas à parler. Bizarre, non? Alors, je te dis pourquoi. Parce que la confrontation, malheureusement, ou heureusement, elle exige la remise en cause. Et ça, la remise en cause, même pas tu me bouges. Je suis un dolmen breton en granit.
Ça fait 2000 ans que je suis face à la tempête. Tu crois que je vais bouger pour toi? Les professeurs, ils se sont découragés. Mon psy s'est suicidé. Et toi, tu vas me faire changer? Non, la vérité, mon amour, si vraiment tu as une tête dure, c'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle la tête prise. Tu es saisi dans la tête. Ça s'appelle Achaz Berosh. Si. Pourquoi tu t'es marié? Pour souffrir. Ça sent la personne qui est en face de toi. Elle est obligatoirement différente puisque tu n'as pas le droit d'épouser ta mère et ta sœur. Vous savez que c'est interdit. Je sais qu'il y en a qui en rêvent. Non, je ne parle pas des pervers. Je parle des gens qui voudraient une femme comme leur mère, une femme comme leur sœur. Mais ils ne peuvent pas l'épouser. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit, tu ne vas pas vers le connu, tu vas vers l'inconnu. Maintenant, l'inconnu, tu n'es pas obligé d'aller sur Mars. Tu peux aller à Ashdod, ça suffit. Hein. Vous me suivez ou non? Tu n'es pas obligé de partir en Patagonie ou là, en Tchétchénie. Tu peux aller à Créteil, il y a des garçons bien. Les gens, ils veulent autre chose. Autre chose. Et après, ils te disent, écoutez, moi, j'ai eu un couple l'autre jour, le mec, il ne parle pas la même langue. Un français, l'autre anglais. Pas la même mentalité. L'autre américain, et l'autre tunisien, tu les vois les deux, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi? C'est un milkshake à la préla. Comment ils se sont mariés les deux? Que de la souffrance. Que de la souffrance. Ils ne se comprennent même pas. C'est que des malentendus. En plus, l'autre, elle est hyper nerveuse. Lui, il est hyper nerveux. Et lui, il est très coincé. Et elle parle trop. Donc, plus elle parle, plus il se coince. Je me dis, mais ils se sont organisés, le petit camp de la mort. Tous les deux, comme ça. Tac. Maintenant, c'est très, très bizarre. Quand tu analyses au niveau zoologique, c'est que lui, il est très gentil. Et la fille, elle est très gentille quand tu les prends à part. Mais les deux, l'acide et la craie. L'acide et la craie. Vous vous rappelez en classe de 5e? Ouais, tu mets de la craie. C'est une craie. Elle est gentille. Hanina. Tu mets de l'acide, elle fait pshhh. C'est une réaction chimique. Tu dis, c'est pas grave, je vais remettre de la craie. Tu remets de la craie, ça fait pshhh. Tu remets de l'acide, ça refait pshhh. Ça s'arrêtera jamais. Je sais pas qui c'est qui a fait le chidour, mais le mec, il devrait être sacrément aveugle. Parce qu'ils n'ont rien à voir. C'est deux mentales. C'est deux systèmes, c'est deux approches, c'est deux cultures. Tu dis oui, mais l'amour, ça dépasse toutes les frontières. Tu habites dans quel pays, toi? Un pays s'appelle État-sœur. Ce sont des États qui s'arrangent entre eux. État-sœur. Ok, mais déjà la vie elle est compliquée. Tu n'es pas obligé de la rendre encore plus compliquée. Tu as vu le mec qui veut monter l'Everest, il prend des fils d'araignée. Prends des cordes, des câbles en nylon. Non, je vais prendre des fils d'araignée. Ça va rendre un peu piquant. Oui, c'est sûr, on voit sur ta tête que quand tu es en bas de la montagne, tu es tombé sur un piquant. Non, la logique, elle est là. On aura des épreuves, c'est sûr. On va travailler, on va construire, on va développer. D'accord? Et c'est pas la peine de devenir les sauveurs des causes perdues. Indiana Jones, c'est un film. Mère Teresa, il n'y en a eu qu'une. Donc il faut arrêter de prendre des missions. Peut-être c'est ma mission, Rav. Mais quelle mission? Mission de mourir? C'est pas ta mission. Non, tu dois être normal. Si tu es normal, tu prends un gars normal. Si tu es folle, épouse un thérapeute, comme ça il va s'occuper de toi. Mais toi, tu rentres dans des missions de fou, et tu dis, je vais tout faire, je vais l'arranger, je vais le ramener à la Torah, je vais le ramener à la Teshuvah. Tu ne vas rien ramener du tout. C'est lui qui va t'enfoncer au Gehinam, il va t'emmener dans les méandres de sa névrose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez compris maintenant, que l'acte, il est comparé à la matzah. Parce que chaque acte, c'est quoi? C'est une mitzvah. C'est pour ça que les matzot doivent être shlemot. Les matzot, quand tu les prends pour le seder, elles doivent être entières. Oui, elle ne peut pas être cassée. Elle doit être entière. Toi aussi, tu dois faire des maasim shlemim, des actions complètes. Maintenant, quand tu t'habitues aux moitiés, bon, je sais, c'est mieux que rien. Il y a pire. Le plus important, c'est de participer. Ok, mais tu ne vas pas avoir la satisfaction d'avoir fini quelque chose. L'autre jour, cet après-midi, ce matin, il y a un gars qui me téléphone. Je dis, je ne suis pas bien, je ne comprends pas, mais tu fais quoi? Tu as eu ton permis? Oui. Tu as eu ton bac? Oui. Tu as eu ton examen 2 ans après le bac? Oui. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Je dis, mais tu es rempli de résultats. Pourquoi tu t'angoisses?
Oui, mais quand j'étais jeune, mon père était très dur, mon père il était détruit mentalement, il m'a détruit. Je dis, ok, mais quel âge tu as maintenant? 14 ans, 15 ans? Il m'a dit non, 45. Et ouais, et ouais. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas commémorer la libération du camp d'Auschwitz? Jusqu'à quand? Il faut tourner la page. Et si tu n'arrives pas, t'as qu'à la déchirer. Déchire la page. Tu vas t'identifier, parce que là, pour l'instant, tu t'identifies à celui qui t'a fait souffrir. Maintenant, c'est vrai, t'es petit, t'es un buvard, t'absorbes. Mais maintenant, t'es marié, t'es un père de famille. Vous savez, quand t'as le dos au mur, c'est dur. Tu dis, mais attends, mais j'ai le dos au mur. Mais d'un autre côté, quand t'as le dos au mur, tu sais ce que tu fais? Tu lèves doucement le pied, tu t'appuies, et tu t'appuies sur le pied, et tu lui mets un coup de boule, tu le casses en deux. Donc le dos au mur, il t'a sauvé. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils sont obligés de toucher le fond pour remonter. Donc toi, tu peux prendre le dos au mur comme un stress parce que tu dis j'ai pas où aller. Ou peut-être que le dos au mur, ça veut dire que maintenant, je vais être obligé de me battre parce qu'il n'y a pas où aller. Voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me laisser faire. Je vais me laisser détruire. Non, j'ai le dos au mur. Il passe exactement pareil. Que la personne, elle a compris maintenant qu'elle doit construire des choses entières. Des choses entières, ça veut dire qu'il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de chisaron. On a expliqué déjà 50 millions de fois que le Hametz, il représente le Yetzirara, et que le Yetzirara, dans le langage des Chachamim, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. C'est-à-dire que celui qui connaît ses manques, il se connaît son Yetzirara. Maintenant, les manques, c'est une grande question philosophique auquel vous pouvez réfléchir même aux toilettes. Est-ce que les manques, il faut les combler, ou les manques, il faut les maîtriser? Alors les gens, ils disent, il faut les maîtriser. Ah, pourquoi tu passes ta vie à les combler? Tu dis, quand j'aurai ce portable, je serai plus heureuse. Si je réussis à avoir cette jupe, je serai bien. Si je peux refaire le nez, je serai belle. Si je perds 14 kilos, je vais me marier. Mais quel rapport? Tu rencontres que des gars qui aiment les grosses. Les manques, il faut les maîtriser. Il ne faut pas les combler. Il faut les maîtriser. Maintenant, tes manques, quand tu les maîtrises, ils génèrent chez toi la force. Mais quand tu les combles, ils génèrent chez toi la désespérance. Pourquoi? Parce que tu veux toujours encore plus, encore plus. Oh, tu n'arrives jamais. Si vous allez dire, là, comment on va faire? Alors, je vous donne la règle pour ceux qui prennent des notes. Les manques spirituels, il faut les combler. Mais les manques matériels, il faut les maîtriser. Maintenant, les gens, ils font le contraire. Les manques matériels, ils essayent de les combler. Mais ils n'arrivent jamais à les combler. Ça s'appelle le marketing, ça s'appelle la consommation, ça s'appelle les ventes flash. Ça s'appelle les soldes, une grave maladie. Tu dis, mais je ne peux pas rater, il y a 88% de réduction. Du coup, c'est une vente privée qui est publique. Tu dis, tu sais, si tu n'achètes pas cette paire de chaussures que tu n'utiliseras jamais, parce que tu as vu quand tu cliques, il te montre les tailles qui restent. Il reste un 38. Mais toi, tu fais 39. Tu dis, à ce prix-là, je l'achète. Écoute-moi bien, Jennifer. On ne maigrit pas des pieds. Que tu vas crever la mort. Tu vas marcher comme ça sur la pointe. Ça va, t'es pas bien? T'as envie d'aller aux toilettes? C'est les chaussures. Casserine. Si Dieu veut, ils vont grandir. Allume des veilleuses. C'est pas ta taille. Tu laisses tomber. Tu as déjà 72 paires de chaussures. Ce qui est la moyenne pour une femme épanouie. Ton mari, il en a 2. Il est bien. C'est juste pour marcher, en fait, compte. D'accord? Il dit, cette logique-là, c'est que tu n'es pas dans la dépendance. Tu n'es pas dans la dépendance. Et si tu rates la vente flash, eh ben, c'est pas grave. Ta vie, elle va aller bien. Alors que toi, tu dis, je vais mourir. J'étais sûr qu'avec cette jupe, je serais la plus belle. Et maintenant, du coup, je ne l'ai pas. Je vais devenir folle. Mais devenir folle de quoi? De superficialité? De lourdeur? De bêtise? Ouais. C'est marqué ici. Toi, les manques spirituels, il faut les combler. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle a une soif d'être. Elle t'envoie une énergie extrêmement intense qu'on appelle l'appétit de vivre. Mais toi, tu vas combler l'appétit de la Neshama avec de la matérialité. Mais on ne peut pas combler une faim spirituelle avec de la nourriture matérielle. C'est pour ça que plus t'en as, plus t'en veux. Ça ne s'arrête jamais. Alors que c'est très rare qu'un gars qui n'arrive pas à dormir, ouais, il va prendre la Gemara Zvahim, pour ceux qui connaissent. Là, tu t'endors sur place. Direct.
Non, toi tu prends 14 films DVD, tu prends 22 Red Blue et tu essaies de maintenir éveillé avec du scotch pour pas rater la fin. Non, le manque matériel, il faut le maîtriser. D'accord? Ta colère, il faut la maîtriser. Il ne faut pas la développer. Il ne faut pas l'épancher. Ta peur, il faut la maîtriser. Il ne faut pas la laisser t'envahir. Mais si toi, tu n'as pas compris ça, tu n'as parce que, et si vous allez me dire, mais vous allez dire que c'est la matérialité qu'il faut maîtriser. Mais c'est quoi la matérialité? Il y a la matérialité physique, c'est la bouffe et le sexe et l'argent, mais il y a la matérialité intellectuelle. L'orgueil, c'est très matériel. D'accord? La bêtise, c'est très, très matériel. La colère, c'est très, très matériel. Ils ont dit que le niveau d'impureté de la colère, c'est l'équivalent de quelqu'un qui va aller chez une prostituée. D'accord? Et qu'est-ce que c'est la touma? C'est l'impureté. Et c'est quoi l'impureté? C'est l'état d'être de la mort. Quand quelque chose meurt, il devient impur. D'accord? Un cadavre, il est vivant. Il n'est pas impur. Dès qu'il meurt, il devient impur. Pourquoi il devient impur? Parce que l'aneshama l'a quitté. Donc tant que l'aneshama est dedans, la chose est pure. Mais quand l'aneshama le quitte, la chose devient impure. Ça va? Oui, non? Oui. Il y a même des chercheurs russes qui ont réussi avec un appareil de je ne sais pas quoi à mesurer à la seconde où la personne elle meurt, il y a des milliards de microparticules, de bactéries qui tombent sur le cadavre. Comme si elles étaient repoussées par la présence de la vie, et que dès que la personne meurt, trac. Donc nous on appelle ça l'impureté, ils appellent ça des microparticules négatives. Des bactéries qui attaquent le corps. Ouais. Alors c'est intéressant, parce que si on dit que... Il faut le prévenir. Si on dit que l'impureté, c'est l'état d'être de la mort, vous suivez toujours, et qu'on devient impur quand l'aneshama nous quitte, ça va, vous suivez toujours? Ça va? Oui, non? Oui? Mais c'est faux. On peut être impur sans que l'aneshama nous quitte. Comment? C'est si on arrive à séparer l'aneshama du corps. Parce que pourquoi le corps est pur? Parce que l'énergie de l'âme va irradier à l'intérieur du corps. Mais comment l'âme, elle irradie le corps? Par le nefesh, par le psychique, par le da'at. Et c'est quoi la faute? La faute, c'est essiyah da'at. Maintenant, quand tu enlèves le fil conducteur entre ta neshama et ton corps, eh ben ton corps n'est plus alimenté par la pureté de ton âme, et ton corps, il devient négatif. Vous me suivez ou? C'est comme si tu coupes un membre. Pourquoi il meurt? Parce qu'il est séparé du circuit sanguin. Donc il va mourir. Maintenant, tu n'as pas besoin de le couper. Tu mets un élastique tellement serré que le sang ne passe plus. Et bien tu vois, il est encore là, mais comme il y a une séparation, le sang n'alimente plus. Ah, et c'est quoi le sang? Qui Adam ou un nefesh. Donc c'est comme si vous avez une belle lampe, bien une grosse lampe américaine. Vous avez une lampe, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les lampes des voitures, là, une ampoule, ouais, au xéon, je ne sais pas quoi, très puissante, genre 150 mètres de portée. Et vous avez 3 piles lithium très puissantes, mais entre le contact, entre les piles et l'ampoule, il y a un petit bout de papier. Rien du tout, un petit bout de papier. On dit en français, le courant ne passe plus. C'est pour ça que les gens ils s'engueulent pour des bêtises. Parce qu'il faut une petite chose pour couper le contact. Ce contact, le courant ne passe plus. Ouais, ben c'est pareil. Entre toi et ton corps, le courant ne passe plus. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il s'appelle Essiyah Da'at. C'est pour ça que dans la Torah, il est interdit d'être inconscient. Il est interdit d'être insouciant. Il est interdit d'être bête. Il est interdit d'être ignorant. Parce que tout ça, c'est de couper le contact entre toi et la réalité, et toi et ton corps. Or, on a dit que l'impureté, c'est l'état d'être de la mort. Mais en fait, ce n'est pas l'état d'être de la mort, c'est l'état d'être de la non-présence de l'âme, du non-lien avec l'âme. Donc si toi, tu te détaches de ta neshama parce qu'il y a une khatsitsa, automatiquement, ton corps dégénère. Alors, vous savez comment est-ce qu'on appelle la dégénérescence du corps qui n'est plus alimenté par l'irradiation de l'âme? Vous savez comment ça s'appelle ou non? La maladie. C'est ça la maladie. La maladie, c'est que l'énergie de l'âme, comme ça il explique le Raphaïm Vital, qui connaissait très bien les principes de vitalité, d'accord?
c'est que l'âme, elle va développer une énergie. Cette énergie, elle est bloquée par ce qu'on appelle la klipa, c'est-à-dire une couche négative. Et l'homme, en sublimant la klipa, il va alimenter le corps avec cette énergie. Maintenant, cette klipa, au niveau, elle s'appelle la touma, mais elle s'appelle aussi l'angoisse, elle s'appelle aussi la peur, elle s'appelle aussi la prise de tête, elle s'appelle aussi la victimisation, elle s'appelle le manque de confiance en soi. Donc, ça va bloquer l'énergie de l'âme. Et quand le corps n'est plus alimenté par l'énergie de l'âme, ce qui apparaît sur le corps s'appelle un symptôme. C'est pour ça que toutes les maladies sont dans la tête. Elles démarrent dans la tête. C'est la plus grave maladie, ça s'appelle la prise de tête. Donc les choses superficielles, ça fait du psoriasis. Les choses un peu plus internes, ça fait un ulcère. Les choses encore plus profondes, ça fait des problèmes de reins et sanguins. Les choses encore plus profondes, ça va au cœur. Et encore plus profondes, ça va à la cellule. Alors moi, je ne suis pas docteur. Hein. Mais il faudra bien reconnaître un jour qu'on a une petite incidence sur ce qui nous arrive, non? Ou non? Parce que quelle différence si dans les cellules de ta famille, tu ne prodigues pas les énergies et tu vois que la famille, elle se disperse parce qu'il y a des cellules qui meurent. Ouais, et si à l'intérieur de toi, au niveau microscopique, tu n'irradies pas de ton énergie positive les cellules que tu contiens. Quelle différence? C'est que le microscopique et le macroscopique, ça fonctionne pareil. Ça va? Voilà. Donc maintenant, si c'est comme ça, donc vous avez compris que c'est pour ça qu'on doit faire les choses beshlemout. On doit faire les choses entières. Pourquoi? Parce que quand tu fais un choix et tu le finalises, quand tu prends un challenge et tu le réalises, ça s'appelle en français, ça s'appelle la réalisation, ça s'appelle la satisfaction d'être, ça s'appelle la joie. Maintenant, la résonance sur toi, ça donne la confiance en soi. Maintenant, la prise de conscience de l'avoir réussi, ça donne le respect de soi. Maintenant, le fait de perpétuer ce mouvement-là, ça donne la réalisation de soi. Donc, tout est lié à ça. Mais qu'est-ce que tu as fait simplement? Tu as juste pris la farine qui était dedans et tu l'as mis sur l'eau qu'on t'a proposée, une opportunité. Ou le contraire, tu as pris l'eau qui était en toi et tu l'as mis sur la farine qui était devant toi. Ça s'appelle une opportunité. Et quand tu mélanges dedans, tu fais bien attention de bien les pétrir. Quand tu les as pétris, tu fais une pâte. Quand tu as la pâte, tu l'étales. Et tout de suite, dès que tu l'as étalée, tu fais des trous dedans. Vous savez, ils ont une petite roulotte avec des pointes. Pourquoi? Vous savez pourquoi on fait des trous? C'est pour enlever l'air. C'est-à-dire que si toi, tu dois savoir que quand tu produis quelque chose de bien, automatiquement tu crées ce qu'on appelle un effet de laurier. Tu crées un orgueil. Donc il faut en même temps que tu es en train de construire, en même temps ne pas oublier que tu n'es rien. Moi je vous dis une petite confidence. Une des premières fois que j'ai donné un cours à la place de Moral, il m'a envoyé pas loin d'ici, chez Zazou. Alors j'ai fait cours, il y avait peut-être 150 personnes. C'était énorme. Moi j'avais l'habitude de donner un cours à un gars ou à deux. Je me suis retrouvé devant 150. Donc j'ai fait un cours, les mecs ils étaient comme ça, ouais, ils sont tous venus à la fin du cours me dire félicitations, kolakavod, bravo, c'est incroyable, c'est époustouflant, mais quel âge avez-vous, mais quelle expérience, quel recul. Moi j'étais jeune, j'étais un petit... Moi Calimero, je vais sortir la tête de la yeshiva, du Rav Dessler et du Maharal et du Ksot HaChoshen. Quand je suis sorti de là-bas, j'ai eu une peur, j'ai le ventre qui s'est serré comme ça, et j'avais 1 heure de route. Parce qu'il fallait retourner à pied jusqu'à la gare du Nord, à 11h30, minuit. Après, il fallait prendre le train. Après, il fallait retourner dans les territoires. Le 9-3, d'accord? Et après, il fallait rentrer à la maison, encore 20 minutes à pied. Ça a pris 1 heure. Maintenant, je vous le dis à vous, hein, sans aucune fausse modestie. Pendant toute la route, j'ai dit, Echia, tu es une demeure. Comme ça. Echia, n'oublie pas que tu es une demeure. Je fais rien. Je fais de la khala pendant 1 heure. Toute la route, c'est long. Pourquoi? Parce que le Messias Técharim, il dit que Bitoul, Kol HaMa'alot, Zeksat Minagahava. Un petit peu d'orgueil peut enlever tous les niveaux que tu as pu atteindre. Alors parce que 150 mecs qui m'ont serré la main, je vais perdre 10 ans de travail sur moi. Confirmation. Vous avez compris l'idée ou non? Non, je ne suis pas en train maintenant de vous dire waouh, waouh. Non, c'est un réflexe normal. C'est que tu dois savoir qu'une réussite, en même temps, elle te donne des forces, mais en même temps, elle te fabrique du superficiel, elle te crée de l'orgueil, elle te crée que tu as envie de t'installer sur les lauriers. Donc il faut que tu aies des références très hautes. Tu dis oh waouh, wow, il y a Rav Frankin, d'accord, il y a Rav Dessler, il y a de quoi encore, il y a encore du travail. Mais là tu vas dire
T'as vu, j'ai 3 élèves. Ouais, j'en ai 100. Regarde, j'en ai 1000. Et alors? C'est rien. C'est pas toi, c'est ton srout. Non, c'est le srout du Ham Israël. C'est normal. Quand tu fais ça, c'est pour ça qu'on fait les petits trous dans la matzah. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les grands, ils sont modestes. Je vais raconter une fois, une enfant, à la naissance, elle a eu une insuffisance respiratoire. Bon, chaque enfant, il y a un miracle, c'est normal. Il faut que tu payes pour l'accouchement, non? C'est normal. Donc, on l'a amené dans un hôpital, à Debré, là-bas. Et dans les trucs spécialement pour enfants, je sais pas quoi. Et puis, il y avait là-bas tous les jeunes médecins, les jeunes, donc, qui faisaient partie de l'espèce des rapaces, puisqu'il y a les vrais et les faux. Le faucon est une race, et fait partie des rapaces. Maintenant, il y a les faucons et il y a les vrais aussi. Bon. Alors, ils m'ont dit, vous en faites pas, monsieur, Méchétrit, n'ayez pas peur. L'enfant, il est protégé, équipé, assuré, rassuré. Nous sommes là, nous sommes compétents. Et moi, je me disais, pourquoi ils ont besoin de tous ces qualificatifs? On dirait qu'ils veulent me rassurer, ou là, on dirait qu'ils veulent se rassurer. Et ils s'en vont. Et il y a un gars qui se pointe. Moi, j'étais tellement nia, je croyais qu'il s'appelait Bloc, parce qu'il y avait marqué Bloc. B-L-O-C. Je dis, c'est un gars de chez nous. Oh. Et le gars, il vient, il me dit, comme ça, mais vraiment une tête d'infirmier ou pire d'agent d'entretien. Il vient, il me dit, bonjour. Je dis, vous êtes le papa? Je dis, j'espère. Enfin, oui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, j'ai dit, une petite insuffisance respiratoire. Elle a avalé du liquide au moment de l'accouchement. Ah, il me dit, vous savez, je lui dis, mais je crois qu'elle est bien suivie et tout ici. Il me dit, vous savez, monsieur, on ne maîtrise rien. Comme ça, genre le moral, tu vois, le gars, vous êtes à la morgue de l'hôpital, vous, ou quoi? Il m'a dit, vous savez, monsieur, elle pèse même pas 3 kilos. Donc, s'il y a un virus, il va, en 6 secondes, il fait tout le tour du corps. Il va dans le cœur. Alors, vous savez, on ne maîtrise rien. Bien alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit. Le médecin, hein, il m'a dit. Enfin, celui-là, il m'a dit comme ça. Et il s'en va. Maintenant, il s'en va. Je te dis, un petit vieux comme ça, 60 ans. Ils arrivent, ils reviennent, tous les faucons, ils reviennent tous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je dis, mais qui? Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Il m'a dit, mais le monsieur, là. Je dis, mais c'est qui? Il m'a dit, lui, c'est le patron de l'hôpital de Bray. Alors, j'ai tiré une leçon. Je dis, eux, ils sont des jeunes internes, que peut-être ils auraient mieux fait d'être internés. D'accord, bon. Ils m'ont dit, vous en faites pas, on maîtrise, on gère, on a des appareillages, des systèmes, des tralouettes, des antivirus, des tralouettes. Et lui, c'est le patron des patrons qui les forme à tous. Il sait que ça ne dépend pas de nous. Vous me suivez ou non? Maintenant, moi, je vous raconte une histoire par rapport à quelqu'un, que genre quelqu'un, il s'est pris pour quelque chose. Mais on a tous cette maladie. Parce que d'un côté, on veut être modeste, mais d'un autre côté, on a besoin de se rassurer. Donc quand tu fais quelque chose, tu as besoin d'y croire. Mais quand tu crois à quelque chose, tu commences à t'y croire. Mais tu dois croire, tu ne dois pas t'y croire, tu dois croire. Maintenant, comment tu vas éviter le piège de t'y croire parce que tu es obligé d'y croire? Tu passes la roulette et tu fais des trous. Vous me suivez ou non? Tu dis Hachem il m'a aidé, tu dis Hachem il m'a éclairé, tu dis les gens ils sont indulgents. D'accord? Le Sroud d'Israël il m'a aidé. C'est le mérite de ma famille, c'est pour ça que j'ai gagné la Parnassa. C'est pour ça que le client il a accepté. Tu dis pas je suis une bebon, je maîtrise la situation, je gère. Parce qu'aujourd'hui tu gères, demain tu digères. Donc tu te calmes. Ça s'appelle que tu fabriques la matzah. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris de l'eau et de la farine. Donc il y a une réalité. Tu t'impliques dedans, tu les mélanges, tu fais une pâte. La pâte, tu l'as réglée. Tu la pétris, et vous savez, la pâte, plus tu pétris, plus elle est bonne. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît la pâte à pain. Une pâte à pain, dans la loi, dans la halakha du pain, une pâte à pain, c'est que quand tu déchires la challah, tu dois avoir les fibres. Maintenant, pourquoi il y a des fibres? Parce qu'il y a eu un mélange, d'accord, entre les molécules qui ont fabriqué cette nature fibreuse. Maintenant, si vous cassez la challah et qu'elle se casse tac en deux, oui, ce qu'on appelle une pâte brisée, un peu comme le cœur de ta femme, oui. Donc, c'est parce que tu n'as pas assez mélangé les fibres. D'accord? Donc, quand tu travailles ton couple, tu travailles l'enfant, tu travailles ta matière, tu travailles ta Torah, tu travailles ton sujet, tu travailles ton produit, tu le travailles. Tu arrives devant le client,
C'est ton produit. Toi et ton produit, vous faites un. Le gars, il te fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu connais les prix, les marges, la texture, le truc, le marché, le développement, le pouvoir, le potentiel, les provisionnels, tu connais tout. Mais qui dit, monsieur, vous maîtrisez votre sujet. C'est normal, je l'ai pétri. Mais si tu fais vite fait, tu dis à la secrétaire, bon, donnez-moi un briefing. Il s'agit de quoi? De frigo? Non, rien du tout. Ce sont des pièces électroniques qui permettent d'améliorer la consommation électrique du téléphone. Ok, bon, on y va. Bonjour. Alors, monsieur Timing Gang, donc, notre produit, notre société, enfin, c'est quoi le nom de la société? Ah oui, donc, tu dis, vous croyez que je vais acheter un truc chez vous? Vous connaissez même pas le nom de la société, vous maîtrisez pas votre produit, vous n'êtes même pas tellement convaincu de sa valeur. Si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas convaincant. Maintenant, convaincu, tu peux l'écrire en 2 mots aussi. Et c'est convaincant. Et ça ne marche pas. Donc c'est ça l'idée. Ça s'appelle matzot shlemot. Tu vas faire des matzot entières. C'est pour ça aussi que quand on vérifie les matzot, il faut vérifier qu'il n'y a pas un pli. Vous suivez ou non? La matzah, il ne faut pas qu'elle soit pliée. D'après la halakha, c'est pourquoi? Parce que si elle est pliée à un endroit, on a peur que à cet endroit-là, la cuisson n'a pas pu agir à cause du doublage, et donc elle a pu devenir chametz, elle a pu continuer le phénomène de fermentation. C'est exactement pareil. Tes actions, il ne doit pas y avoir un pli. Il ne doit pas y avoir, ça s'appelle la transparence, ça s'appelle la clarté. Tu travailles clair, tu travailles propre. Tout ce que tu fais, tu peux l'expliquer, tu peux le développer, tu peux le justifier. C'est pas que tu dis, écoutez, bon, ça je préfère ne pas en parler, ça c'est pas évident, ça je préfère qu'on passe à autre chose, ou alors tu vas faire un chantage émotionnel à l'autre pour pas qu'il rentre dans des endroits qui te dérangent de parler. Quand tu as quelque chose à cacher, toi? J'ai rien à cacher. Je suis prêt. Vous voulez visiter l'usine, monsieur? Ouais. Vous voulez regarder la cuisine, comment ça se passe? Vous voulez rencontrer les employés? Allez, venez voir l'hygiène. Regardez. Allez-y, monsieur. Regardez. C'est propre. La cuisine, elle est nickel. Ça, c'est la première chose qu'ils apprennent quand ils font les études de cuisine. Nettoyer. Ça doit être nickel. Mais si tu rentres dans une cuisine, c'est pourri de crasse. Tu vois même pas l'inox tellement il y a de la couche de graisse. Ouais, le parterre, tu dis, c'est marrant, il bouge. C'est normal, c'est des cafards. D'accord? Mais il y a des restaurants comme ça. Moi, j'avais un copain qui était inspecteur sanitaire. Il m'a dit, je vois d'autres trucs dans des restaurants. Mais il a dit, moi, je ne mange jamais dans un restaurant. Il a vu ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est dégueulasse. C'est logique. Ah, pourquoi tu vas pas faire une visite? Tu sais quoi? Même tu fais maintenant les nouveaux restaurants. Maintenant, tu vois le gars, il est devant toi, il travaille. Il est devant toi, il fait les sushis, devant toi, il prépare les trucs. Tu le vois. C'est nickel, c'est propre. Tac, il y a toujours un gars qui passe derrière. Toi, c'est pareil. Tes actes à toi, ils doivent être propres. Ve'item nekiim le'ene Hashem ou le'ene Israël. Vous serez nekiim, vous serez propre, vous serez innocent, vous serez pur devant Hachem et devant les bénis Israël. Faut pas avoir peur. De quoi tu as peur? Ah, tu as des choses à cacher, c'est pas évident. Chacun a son jardin secret. Il y a des secrets de fabrication, des choses qu'on ne préfère pas dire. Il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire. Après, tu m'étonnes. Mais attention, parce que vous savez ce que c'est un paravent? Un paravent, c'est pour se préparer. D'accord? Maintenant, il y a l'être et le paraître. Donc le paravent, c'est ce qu'on met avant. Maintenant, toi, tu es derrière le paravent, tu te prépares. Comme l'acteur, il est en coulisses. D'accord? Donc il a mis son costume, il est bien maquillé, et paf, il est prêt à rentrer sur scène. Donc il attend que ce soit le moment pour faire sa réplique. Et après, il rentre. Oh! Maintenant, toi, tu es prêt à rentrer en scène, toi? Tu es prêt à agir? Tu es prêt à être l'homme de la situation? Tu dis, mais comment je vais faire? C'est pas évident. Parce que rentrer en scène s'appelle être. D'accord? Maintenant, ce qui permet de se préparer avant d'être s'appelle le paraître. Maintenant, pourquoi ça s'appelle le paraître? Tu sais pourquoi? Parce que le paraître, ça veut dire que tu vas finir par être. J'espère que tu vas finir par être. Tu ne vas pas continuer toute ta vie à paraître. Vous allez me dire, mais ça s'écrit pas pareil. Oui, je comprends. Mais ça n'engage que moi. C'est moi qui l'ai dit. Au pire, c'est faux. Ouais. Donc le paraître, c'est l'étape avant d'être. Pour ça, je vous dis un jeu de mots mémotechnique, parce que tu vas finir par être. Mais si toi, toute ta vie, tu restes dans le paraître, et tu vois les gens, ouais, vivants, sympathiques, rigolos, ambiance, truc, 3 exomil par jour.
détendu, cool, bien dans sa tête, 6 juin. 6 juin, 6 juin. Il y en a, une fois j'en ai vu un, 12 il m'a dit. 12. 12, c'est la première fois que je voyais une année avec 12 mois de juin. 12 juin par jour. Ah bah je veux dire, il est pas cool le gars. Lui, c'est devenu un camembert. Mais pourquoi tu as besoin de ça? Bah écoute, je suis très stressé, je mens toute la journée au téléphone, donc j'ai besoin de me détendre. Mais t'as qu'à pas mentir. Ah mais je suis obligé pour la part de ça. Quand tu es obligé de voler, attaque des banques. Ouais, mais c'est pas légal. Donc ça veut dire que tu te crées un stress, après tu te crées un truc pour éviter le stress. C'est ce que c'est le stress. Le stress, c'est le mal-être généré par la distance entre toi et la réalité que tu n'assumes pas. Je répète ou... Le stress, c'est le malaise généré par la distance entre toi et la réalité que tu n'assumes pas. Maintenant, la réalité, tu la refuses, donc elle est loin. Comme elle est loin, tu ne l'assumes pas. Mais comme tu es obligé de l'assumer, parce qu'il faut bien manger, il faut bien être, puisque tu es ingénieur, il faut bien que tu décides. Et comme tu es patron, il faut bien que tu signes l'échec. Donc tu es obligé d'assumer, mais tu ne veux pas assumer. Et la distance entre toi et ce que tu ne veux pas assumer s'appelle le stress. Maintenant, quand tu assumes, c'est la même responsabilité, mais tu l'assumes. Et bien quand tu l'assumes, il n'y a plus de stress. C'est comme les gens disent, mais vous n'avez pas du trac de parler en public tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Des fois, tu dis, pourvu qu'ils annulent le cours. Je t'explique la logique du trac. Le trac, c'est nécessaire. D'accord? Parce que le jour où tu n'as plus de trac, c'est devenu un professionnel. Si tu es un professionnel, c'est plus du ressenti. Si tu n'es plus du ressenti, ça provoque rien chez les gens, parce que comme tu n'es pas bouleversé par ce que tu dis, donc les gens ne sont pas bouleversés par ce qu'ils entendent. Donc tu es obligé d'avoir le trac. Sinon, tu deviens une machine. Et d'être une machine, les meilleurs fabricants de machines, c'est les Allemands. D'ailleurs, on le dit, machine allemand. D'accord? Mais, restez calme. On ne va pas s'engueuler pour ça. Merkel, non, c'est pas grave. Ah, vous avez une réactivité qui est proche du coma. Hein. Je m'excuse. Mais, de quoi je parlais? Ah oui. Donc, en fait, la logique, c'est que si tu penses que tu vas parler en public, tu deviens fou. Donc, tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas. Et au moment de rentrer, tu penses, tu dis, oh, je vais parler. Mais dès que tu commences à parler, il n'y a plus de stress. Vous me suivez ou non? Donc, en fait, tu peux restreindre l'espace de développement du stress. Mais si une semaine avant, tu dis, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Donc, au lieu de 2 secondes, ça devient 2 semaines. Ouais. Et comme tu es stressé, sur le moment même, tu perds tes moyens, tu as des sueurs, des tremblements, des trucs, tu bégayes. Hop, tu rates le rendez-vous. Après, pendant 2 semaines, oh, j'ai raté le rendez-vous. Mais qu'est-ce que je suis nul? Mais pourtant, j'étais prêt. Pourquoi ça m'est arrivé? Alors, 2 semaines avant, remma. 2 semaines après, regret. Regret plus remma égale remords. Remords, c'est mourir à nouveau. Tu remords. Et vois combien tu remords. Tu mords une fois, tu mords 2 fois. Tu remords. Donc, avant que ça arrive, tu dis pourquoi je vais m'angoisser maintenant? Il n'y a rien. Dayat, Sarah, les charata. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas le client, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas le chidour, il n'y a personne, il n'y a rien. Alors je vais bien, je fais ce que j'ai à faire, je me développe, je prépare mon sujet, je dis tiens, on va parler de ça, on va parler de ça. Après, je réfléchis, je vais rentrer à la maison, ça va se passer comme ça. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Super. Après, quand j'arrive, ah, c'est le moment. Ah, maintenant, j'ai le stress. Je dis, oui, mais d'accord, j'ai le stress, mais je suis obligé d'aller maintenant parce que je suis devant. Allez, j'y vais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Entre le non-stress et le non-stress de l'action, il reste le stress très court. En français, ça s'appelle que c'est moi qui va délimiter l'espace de développement de mon stress. Ou non. J'arrive pas. J'y pense, j'ai des boutons. Oh, la chair de poule. J'ai peur. Ça se passe mal. L'oraléno, simsiléno. Tu manges des mezuzahs, tu n'y arrives plus. Comment je vais faire? Ça sert à rien. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'il faut avoir conscience des problèmes, mais il ne faut pas avoir l'angoisse des problèmes. L'angoisse ne règle rien. Il faut avoir conscience de l'importance de l'argent, mais il ne faut pas avoir un rapport anxiogène avec l'argent. Il faut avoir conscience que c'est important l'éducation des enfants, mais il ne faut pas avoir l'angoisse de l'éducation des enfants. Ça, c'est de la Tuniserie, d'accord? C'est marrant, il y a plus de réactions d'habitude. Bon. Beaucoup de Marocains, hein, bon. Donc c'est ça l'idée. Non, j'en ai pour tout le monde. Mais l'idée, c'est ça. C'est quoi? Ce que vous avez compris maintenant. Que la personne, oui, elle est
elle est entière, on l'a dit, et il n'y a pas de pli. Donc elle joue la transparence. Et la matzah, quand vous la voyez à l'extérieur, vous la voyez, elle est grillée, d'accord, elle est cuite, vous la voyez, vous la retournez, elle a la même couleur. Et là, ça devient intéressant, vous la cassez, et à l'intérieur, elle est comme à l'extérieur. C'est une matzah. Ça s'appelle Toho Kebaro. Ton intériorité et ton extériorité sont les mêmes. Tu es toi-même. D'accord? Il n'y a pas un double langage, il n'y a pas une face cachée, il n'y a pas une face interne et une face externe. Tu es 100% toi-même. Donc tout ça, c'est quoi en vérité? Vous avez compris? C'est pour éviter le chametz, c'est-à-dire le chimoutz. C'est quoi le chimoutz? C'est la dégénérescence du chametz. Mais on a dit que d'un autre côté, impossible de développer quelque chose, de faire tzmach, sans faire chametz. Donc comment ça se passe? En vérité, la logique, c'est quoi? C'est marqué Kol agadol michavero itzro godalemeno. Tout celui qui est plus grand que son ami, son yetzera est plus grand. C'est que quand vous voyez quelqu'un de grand, n'oubliez pas que son yetzera aussi il est grand. D'accord? Kol agadol michavero itzro godalemeno. C'est-à-dire lui, il est plus grand que moi. C'est-à-dire que si lui il est plus grand que moi, c'est que son yetzera il est plus grand que le mien. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, plus ton yetzera il grandit. Alors tu dis, alors attends, alors à ce moment-là, ça ne vaut pas le coup de grandir. Parce que plus tu grandis, plus ton yetzara grandit. C'est pour ça qu'il y a des enfants au CP, ils ne veulent pas apprendre à lire. Parce qu'ils savent que s'ils apprennent à lire la page, tu vas leur demander d'apprendre des livres. Alors il dit, c'est dur, j'arrive pas. C'est trop dur, je ne suis pas capable, moi je suis un manuel, moi j'ai pas envie de réfléchir, moi ça me saoule, moi ça me prend la tête. Je m'excuse de le dire à tous les gens qui ont encore ce vain espoir. On est condamné à grandir. On est condamné à s'améliorer. Maintenant, si tu ne veux pas t'améliorer en assumant la réalité, c'est pas grave. C'est la réalité qui va t'obliger à t'améliorer. Parce que les rendez-vous qu'on fuit le plus, c'est ceux qui nous rattrapent les premiers. Donc tu sais quoi? Va au rendez-vous. Tu dis non, je ne vais pas. Alors tu reçois une convocation. Tu dis non. Tu reçois une mise en demeure. Tu dis non. Tu reçois un premier commandement. Tu dis non. Quand tu arrives à 600 commandements, j'espère que tu as saisi. 613 commandements quand même, c'est une allusion. C'est ça la saisie. Et quand tu ne veux pas comprendre, on fait une saisie sur tiers. C'est l'autre qui prend pour que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire d'assumer. Donc c'est ça la vie. Il y a cette logique-là. C'est Kol Agadol Michavero. Quand quelqu'un il est plus grand, donc il a un plus grand Yetzera. Tu vas te dire c'est décourageant, mais non Yabrel. Parce que s'il a un plus grand Yetzera, c'est qu'il a évolué entre-temps. C'est comme tu vas dans une salle de muscule. Tu dis bonjour, quel est ton prénom? Gringalet. Ah, c'est joli ça. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais être Schwarzenegger. Ah bon? Dis Blinéder. Qu'est-ce que tu veux? Des piqûres ou des haltères? Ben, on va commencer par les haltères. Ok. Allez, vas-y. Alors qu'est-ce que je prends, monsieur? 20 kilos, 25 kilos, 100 kilos, 180 kilos? Tu sais quoi? Prends 4 kilos. 4 kilos? Attends, je suis une meuf, moi. Écoute, tu sais quoi? Tu prends les 4 kilos, tu les mets comme ça, et tu fais 150 fois comme ça. Vas-y. Au bout de 22 fois, tu dis, je peux mourir? Non, continue. Quand tu as fait 150 fois, tu as mal comme ça, tu rentres chez toi, tu dis, un Doliprane? Non, un Exomil. D'accord. Ça fait mal. Le lendemain, il te fait, allez, vas-y, 6 kilos. Au bout de 3 semaines, tu es à 10 kilos. Et là, tu fais les 150 fois. Tu dis, c'est incroyable. Comment ça se fait que j'ai crevé sur les 4 et maintenant je fais les 10? Parce que ton corps, il a changé. Exactement pareil. Et bien là, tu vas assumer des épreuves de l'âge de 20 ans. Pourquoi? Parce que tu as assumé les épreuves de 8 ans, et de 9 ans, et de 10 ans, et de 12 ans, et de 13 ans. Tu as fait de la musculation de la vie. Donc, Kol Agadol Michavero, c'est pas seulement que celui qui est plus grand que l'autre, alors son Yetzara est plus grand. C'est que même toi, que tu vas être plus grand que le gars que tu étais hier. Maintenant, quand tu es plus grand que le gars que tu étais hier, ouais, donc automatiquement, ton épreuve, elle va être plus grande, mais c'est pas grave, puisqu'en te 30, tu as grandi. Donc quand tu abordes les 12 kilos, ça ne te dérange pas, parce qu'hier, tu t'es entraîné avec les 11. C'est le principe de l'escalier. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand on monte un escalier, ça fait mal au mollet. Ok. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir mal au mollet, ça prouve que tu es en train de muscler tes mollets. Et comme tu muscles tes mollets, c'est ce qui va te permettre de continuer à monter l'escalier. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pleurer sur la douleur, ou tu dois dire, bah au Hachem qu'il y a la douleur, parce que grâce à ça j'ai grandi. C'est le principe de l'escalier. Vous avez déjà monté un escalier, non?
Non? Un escalier, moi je trouve que c'est une invention extraordinaire. Moi je trouve des inventions comme ça, simples, c'est comme la vis. La vis, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas réfléchi à la vis? Vous prenez un écrou, un bon écrou comme ça, genre 20 mm de diamètre, avec un bon pas de vis et un bon écrou, d'accord? Un bon truc de 2 cm. Ça, tu peux accrocher un lustre de 100 kg au plafond. Et c'est vachement solide. Ouais, c'est l'écrou. Donc là, tu mets un clou, tu mets un lustre, il va tomber. Qui c'est qui va le retenir? Tu mets une vis avec un écrou, tu peux accrocher une voiture. Ça ne bouge pas. La force du pas de vis. D'accord? C'est exactement pareil l'escalier. Tu vois une falaise, tu dis monte là-haut. Mais tu es fou quoi. Mais je ne peux pas monter là-haut. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 mètres. Mais qu'est-ce que c'est une falaise? La falaise, c'est une marche de 100 mètres. Tu sais quoi? T'as qu'à faire 280 marches de 17 cm. Waouh! Quel chorma! T'as inventé le crédit. Bah ouais, je ne vais pas payer 390 000 euros. Non! Je vais te faire payer en plusieurs fois. Tu vas payer 650. Comment tu te sens? C'est pas grave. Ouais, il faut bien que les banques elles se nourrissent. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, le gars qui a créé la marche, il a créé une chorma. Alors qu'est-ce que c'est une marche? Tu es obligé de monter. Donc il y a une face raide. Mais tu ne peux pas monter comme ça, sinon c'est une falaise. Donc tu as un côté plat. D'accord? Maintenant, le côté raide, c'est l'effort à fournir. Le côté plat, c'est la satisfaction du résultat atteint. Qui t'engage à un autre effort, qui t'engage à un autre résultat, qui t'engage à un autre effort, qui t'engage à un autre résultat. Si tu vas dire, attends, toute ma vie, tu vas me faire le coup, effort, résultat, attends, de temps en temps, tu t'arrêtes, tu te retournes, et tu dis, j'ai monté tout ça déjà. Ou l'escalator. Ouais. Mais tu n'as pas la sensation de la réussite. Et la preuve, si un gars il paye 3 000 euros pour monter en haut de l'Everest en 10 minutes, en hélicoptère, et qu'on le dépose, et là où ils ont déjà mis la chaîne IFI, la musique, les écrans et la lumière, il monte, on le dépose, il fait la, 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 la. Et le gars qui monte en 2 mois, qui crève, qui truc, les crochetons, la tempête, la truc, le gel, les 2 doigts gelés, quand il arrive là-haut, même sans la musique, tu crois qu'il voit le même paysage que le mec qui monte en hélicoptère? Si vous allez me dire, oui, il voit le même paysage. Écoute Jacques, il en faut des brels, mais il ne faut pas se forcer non plus. Parce que si vous pensez qu'il voit le même paysage, ouais, alors pourquoi il faut 10 ans pour créer un couple? T'as qu'à te marier. Ça ira pour toi. Pourquoi il faut 20 ans pour avoir des enfants éduqués? Ça ira pour toi. Il n'y a pas. Si tu prends l'escalator, comment tu vas faire avec les enfants? Tu vas prendre l'escalator, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les enfants éduqués de quelqu'un d'autre? Tu ne veux pas construire ton couple, tu veux l'escalator. Pourquoi tu vas prendre une femme mariée? Tu dis pourquoi je vais faire des efforts, j'en prends une qui est toute faite. Mais tu n'as pas compris qu'elle est devenue ce qu'elle est grâce au gars qui l'a aimée. C'est pas une poupée, c'est une femme. C'est un produit évolutif vivant. Et avec toi, avec lui c'était le paradis, avec toi c'est avec le cauchemar. C'est bizarre, non? C'est comme quand tu vas à Gaza, tu demandes une poussette, tu te retrouves avec une mitraillette, je comprends pas. C'est un effet. Ouais. Il dit cette logique-là. Vous avez compris qu'en vérité, plus tu vas faire la mitzvah, plus tu vas grandir. Maintenant, tu vas te mettre en face d'une situation qui t'oblige à grandir, et plus tu vas te grandir, plus tu vas te renforcer. Plus tu vas te renforcer, plus ça va être facile. Donc, est-ce que toi, tu vas être dans un langage anxiogène de dire, quoi, il y aura des épreuves de plus en plus fortes? Ou tu vas dire, mais je vais être de plus en plus armé pour les prochaines épreuves? C'est comme si tu as bien posé l'examen. Tu as bien posé l'examen. Même si tu tombes sur un sujet que tu ne connais pas, comme tu te sens fort parce que tu as bossé, tu vas l'aborder avec sérénité, tu vas réussir. Maintenant, si tu n'as rien foutu, tu as fait le championnat de baseball, championnat de télévision, championnat de série télévisée, tu arrives à l'examen, tu es déjà complexé de savoir que tu n'as rien foutu. Tu tombes sur le seul sujet que tu connais, mais tu dis c'est trop beau, c'est pas possible, ça va être un coup de satane. Du coup, tu paniques, tu stresses, tu n'arrives rien à sortir, c'est le syndrome de la feuille blanche, tu n'as rien foutu. Je ne crois pas. L'autre, il est tombé sur le sujet qu'il ne voulait pas, il a réussi parce qu'il était fort, parce qu'il avait bossé. Toi, tu es tombé sur le sujet que tu voulais, mais comme tu n'avais pas confiance en toi, tu t'es planté. Moralité, il ne faut pas fabriquer la solution. Il faut fabriquer le terrain qui règle la solution. Ce n'est pas la peine d'apprendre tous les résultats de tous les annales de maths.
il suffit de bosser les maths. Alors il y a des gens, ils font ça. Ils t'appellent, bon, Rav Ben Sheket, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, dans ce genre de situation, avec ce genre de personnes, je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux des statistiques? Je vais donner des outils, tu vas être devant la personne, tu vas prendre la décision. Maintenant, tu vas prendre de manière analytique parce que tu as fait tous les calculs, ou tu vas le mettre de manière intuitive parce que tu as senti que c'était pas ça, ou tu as senti que c'était ça, tu passes par là, tu passes par là, tu vas arriver. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux une prophétie? Sachez que le bon sens est une mitzvah. Maintenant, c'est vrai qu'il faut étudier des centaines de pages de Gemara pour avoir confiance dans son bon sens. Ce qu'on appelle vulgairement le Da'at Torah. Vous avez compris? C'est vrai. Parce que le taux d'erreur. Moi, quand j'étais jeune, je disais, le point où tu es, c'est un point. L'horizon, c'est une droite. Une droite, c'est un ensemble de points. Entre le point où tu es et l'horizon, tu peux tracer combien de droites? Infini. Voilà. Et bien, toutes ces droites, c'est la relation que tu peux entretenir avec la réalité. Maintenant, il y a 3 types de droites. Le vrai, le faux et l'absurde. La majorité, c'est l'absurde. Et le faux, il reste le vrai. Le vrai, c'est quelques droites. Alors, tu sais combien il faut éliminer de droites pour arriver au vrai? Parce que l'absurde, c'est facile, t'as qu'à délirer. Le faux, c'est facile, t'as qu'à écouter ton satan. Il reste le vrai. Et le vrai, il faut travailler. Je peux te dire qu'il faut travailler. Ben, c'est exactement pareil. Que là, vous avez compris maintenant pourquoi il faut fabriquer des matzot shmurot. C'est quoi des matzot shmurot? Quelle différence entre la galette, le pain azim? Tu vas chez Carrefour, ouais, tu vas dans le rayon des céréales, tu dis, ou bio, tu dis, bonjour monsieur, auriez-vous des pains azim? Bien sûr, nous avons des pains azim, les voici. Après tu dis, ils ne sont pas cachés à l'épaissard? Enfin, vous êtes à Carrefour ici, vous n'êtes pas à Jérusalem. En plus, Carrefour de Stein, c'est plutôt Jérusalem-Est, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux des matzot shmurot? Ah, il faut aller dans un magasin cachère. Il faut qu'il y ait un tampon, et pas n'importe lequel, un tampon sérieux, quelqu'un qui a vraiment été avec la Yirat Shamayim. Donc vous avez compris. Puisque chaque matzah, c'est un acte. Et l'acte, c'est la rencontre entre une opportunité et une force active. Entre l'eau et la farine. Vous vous rappelez ou non? D'accord? Maintenant, quand toi, tu fabriques un acte, ça s'appelle un acte anodin. Mais quand toi, tu vas fabriquer une matzah shmura, la matzah shmura, c'est un acte anodin, mais il y a un élément en plus. C'est la Yirat Shamayim. La crainte d'Hachem. D'accord? Maintenant, de chaque chose que tu fais, tu peux en faire un acte anodin ou tu peux en faire une matzah shmura, parce qu'on a compris qu'on fabrique que des matzot toute sa vie. Donc tu peux faire un couple. Je t'aime, tu m'aimes, on est bien ensemble, on se comprend, on est équilibré, on a une belle maison, au niveau intime, ça fonctionne bien, toute la plomberie a été réglée. Mais il n'y a pas d'Yirat Shamayim. Il n'y a pas. Laisse tomber, la nida, ça me saoule, le Shabbat, c'est trop long, les tefilines, j'ai peur de m'étrangler. Non. Alors je vais t'expliquer une chose. Le couple est une entreprise extrêmement volatile. Elle a besoin d'avoir des critères et des outils. Et une des choses dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle le shalom. Or, le shalom n'est pas l'ensemble des directives qui permettent de maintenir ensemble un léopard avec un papillon. Le shalom, c'est un des noms d'Hachem. Ce qu'on appelle en français la présence divine. Or, la présence divine, dans un couple, elle provient des 2 neshamot. Les 2 neshamot, elles génèrent 2 volontés. Les 2 volontés, on appelle en français les initiatives positives. Donc la communion des initiatives positives dans un couple, on appelle ça le shalom. Ça va. Il peut y avoir les initiatives négatives. Il peut y avoir les non-initiatives. Il peut y avoir le mépris. Il peut y avoir la haine. Il peut y avoir la rancune et la vengeance. Maintenant, si toi tu veux qu'il y ait le shalom à la maison, ça veut dire qu'il faut que ton acte anodin, ta matzah, elle soit une matzah shmura. Donc tu es chômeur, le shalom. Ouais. Tu fais attention avant de parler, tu gardes le sourire,
tu fais des cadeaux, tu entretiens l'ambiance. Tu essaies de lui faire plaisir, elle essaie de te comprendre. Tu te fais comprendre. Ça, cette conscience perpétuelle de maintenir en état un travail de couple, ça s'appelle Matzot Shmurot. Si tu dis ça me saoule, j'ai pas la tête, elle n'est pas contente, elle a qu'à regarder la télé, de toute façon moi je vais boire du vin, elle va fumer un joint, c'est pas du shalom ça. Ça s'appelle du colocataire évolué. Après ne viens pas me dire oui, j'ai des mauvaises pensées, ne viens pas me dire oui, j'ai vu qu'elle parle avec des gens au téléphone. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu n'as pas fabriqué le shalom. Donc ça ne suffit pas l'intelligence, ça ne suffit pas la gentillesse, ça ne suffit pas d'être une fille de famille, un fils de famille. Il faut aussi la hirat shamayim. Pourquoi? Parce que devant la colère, devant les nerfs, devant le malentendu, devant le quiproquo, devant la lourdeur, devant l'obstination, le cerveau il ne sert à rien. Parce que quand tu deviens brêle, ton cerveau il se met au service de ta lourdeur. Quand tu deviens obstiné, ton cerveau il se met au service de ton obstination. Donc si tu n'as pas la hirat shamayim, si tu n'as pas la crainte d'Hachem, tu te dis mais je ne peux pas faire une chose pareille. Moi j'ai dit à quelqu'un, mais comment tu fais pour frapper ta femme? Il m'a dit non, mais je le fais quand personne ne voit. Je dis mais lui il te voit. Et comment tu fais pour l'insulter? C'est la mère de tes enfants. Et toi comment tu peux le rabaisser plus bas que terre? Devant tout le monde, tu dis mon mari, mon chéri, mon cœur. Et quand il rentre pourriture, sale race, tu le rabaisses, tu le détruis. Mais je ne sais pas que le bon Dieu il te regarde. Donc la dernière limite devant les mauvaises midotes, c'est la crainte de Dieu. Alors comment ça s'appelle mettre la crainte de Dieu à l'intérieur de ton acte? Ça s'appelle des matzot shmurot. Sinon, ça s'appelle des galettes, des pains azim achetés à Carrefour, qui ne sont pas cachers pour Pessah. Vous suivez ou là? Donc vous avez compris qu'il n'y a que deux solutions. Ouais. Ou tu vas pétrir la pâte, ou tu vas la mettre au four. Maintenant, le mieux, c'est de créer un acte, créer une rencontre, créer une confrontation, mettre les choses au point, tirer les règles, mettre en application, reconnaître et finaliser. C'est bien, tu as fait une matzah. Et encore une matzah. Une matzah sur l'argent, une matzah sur la religion, une matzah sur la famille, une matzah sur la correspondance dans le couple. Après toi, une matzah dans les tefilines, une matzah dans le Birkat Amazon avec la Kavala, une matzah d'étudier un peu tous les jours, une matzah de... Tu fais des matzahs, des mitzvot, des mitzvot. Super. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais et si on n'arrive pas à finaliser? Et si ça ne dépend pas de nous? Et si ça prend du temps? Alors écoute-moi bien. Si ça prend du temps, ou si ça ne dépend pas de toi, donc que tu ne peux pas mettre la matzah au four, tu ne peux pas finaliser ton acte, il faut continuer à pétrir la pâte. Donc c'est vrai ou non? Il faut pétrir, il faut s'investir, il faut de la patience, il faut de l'écoute, il faut de l'investissement, il faut de la remise en cause, il faut de la perpétuité, il faut de la patience. Ça prend du temps. Si tu dis non, j'ai plus de temps, j'ai pas envie, ça m'énerve, je craque, c'est trop dur, vous ne me connaissez pas, fais attention, Baba, tu es en train de devenir Hametz. Tu sens pas le Hametz qui monte là? La situation est en train de dégénérer. Bientôt tu vas en vouloir. Après tu auras de la haine. Après tu vas t'énerver. Après tu vas jeter. Et quand l'autre va partir et que tu vas te calmer, tu vas réfléchir. Tu me dis j'étais folle, mais je me suis énervé pour rien. C'était des enfantillages, c'était des gamineries. Pourquoi tu t'es laissé prendre par le Hametz? Tu sais pourquoi? Parce que tu as arrêté de pétrir la pâte. N'arrête pas de pétrir la pâte. Et tu vas dire, et si on n'a pas la patience? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand tu mets un enfant au monde, il y a 21 ans de pétrissage. Tu es prêt à pétrir? Tu me dis, je vais avoir mal au bras. Il ne faut pas faire des bébés. Je crois que ça prend 3 jours un bébé. Ça prend 21 ans. 21 ans. Travaille, lève-toi, enlève ton doigt de ton nez, vas-y, révise, va un truc, explique-toi, va te défendre, tu vas rentrer à cette école, écris le truc, va te battre avec eux. C'est ça, le pétrissage. Ça s'appelle l'éducation. Toi, au bout de 3 jours, tu sais quoi, écoute, il comprend rien, il n'écoute pas, et bien qu'il est chez sa mère, et qu'il s'étouffe, qu'il crève et qu'il se barre. Il n'est pas content, et bien qu'il s'assume. Enfin, il a 3 ans. Eh ben, Sarim Menou, elle n'avait pas 3 ans. Donc tu sais que ça prend 21 ans. C'est pareil le couple. Je vois les mecs au bout de 3 semaines, ils s'énervent. Ah mais chérie, on n'en peut plus, je ne peux plus avoir. Je dis mais tu n'es même pas au réglage des moteurs. C'est un modèle unique qui est en phase de préparation. C'est un prototype là. Il n'y a rien.
Tu t'énerves au bout de 6 mois, au bout d'1 an, mais c'est rien. Je vous ai raconté quand j'avais voulu éditer des livres. Je l'avais raconté ou non? Je l'ai pas raconté? J'ai édité des livres, moi. Oui. Alors, une fois, à l'époque, j'ai dit, je vais éditer des livres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai appelé une usine en Belgique. Bonjour, je voudrais éditer des livres. Parce que j'ai bien compris que si tu vas chez l'imprimeur du coin, il va dire, écoutez, c'est 21 € le volume. Donnez-moi une corde, j'ai un tabouret. Non. Alors, j'ai appelé une usine. J'ai dit, voilà, bonjour, je voudrais imprimer. Le gars m'a dit, oui, bien sûr. Société, dada, oui, bien sûr. Ah, mais j'entends du bruit, ces enfants. Je fais, non, c'est rien, c'est une musique pour me détendre. Je tiens à la maison en train de faire ça. Et le gars, il me dit, bon, alors je dis, écoutez, alors on va commencer par. Il me dit, alors quelle quantité? 3000 exemplaires. Moi, pour moi, 3000, c'est genre, je vais mettre 8 ans pour les vendre. Je dis, 3000 exemplaires. Il me dit, ah non, monsieur, 3000 exemplaires, non, c'est pas possible. La chaîne, elle fait 1,5 km de long. Nous, on démarre à 300 000 exemplaires. On fait les livres de poche. Donc, 3000 exemplaires, c'est les réglages machine. On règle la machine avec 3000. On les jette, ça part à la poubelle, il n'y a rien. Parce que là, c'est mal coupé, là, c'est tordu, là, c'est décalé, là, la couleur, elle est malvenue, là, la couverture, elle n'est pas finie. Ça, c'est rien, ça. 3000, c'est rien. Il m'a fait réfléchir, le gars. Alors, comment les gars, au bout d'un mois de mariage, ou là, au bout d'1 an, il dit, je ne peux plus la voir. Pourquoi t'es aveugle? On ne s'entend pas. Il faut t'appareiller, mon petit. Parce qu'il faut travailler. Et ça, c'est quand c'est la bonne personne. Imagine quand c'est la mauvaise. Alors là, vous allez sur boiralia.com. C'est bien référencé là-bas. Ouais. Mais c'est ça la logique. La logique, c'est que, encore une fois, on est là pour fabriquer des matzot. Donc on est là pour faire des mitzvot. Maintenant, cette dynamique-là, d'aller vers le haut et de construire et de développer, elle s'appelle Mi Ya'ale Be'ar Hashem ou Mi Yakum Bimkom Kocho. Ouais. Qui va monter sur la montagne d'Hachem et qui va rester sur sa montagne sainte, ouais, dans son sanctuaire. Qui c'est qui va rester là-bas? Alors on a expliqué ici que la logique, c'est une dynamique. D'accord? C'est que je dois être tout le temps dans une dynamique. Cette dynamique, c'est elle qui génère, qui me met en contact avec les problèmes, mais c'est surtout elle qui amène les solutions. Parce qu'en fin de compte, c'est la dynamique qui amène les solutions. Maintenant, la dynamique avec la solution juste au bout, ça s'appelle résoudre la chose. La dynamique sans la solution tout de suite s'appelle se maintenir dans un état positif qui va faire que les écrans ne pourront pas se développer parce que je suis toujours dans une dynamique de développement. Donc cette logique-là, c'est pour ça que la Torah, elle a demandé qu'on doit chercher le chametz, fabriquer la matzah et manger la matzah. Alors je rappelle, comme je rappelle tous les ans, que la matzah, c'est la seule mitzvah où c'est une mitzvah de manger la mitzvah. Vous avez remarqué ça? Parce que la matzah, c'est une mitzvah. C'est comme les téphilines, c'est comme la souka. Maintenant, la Torah, elle n'a pas dit « Besukot yishvu shivat yamim » ou Beyom Hashmini tochlu souka. Imagine si la Torah elle avait dit pendant 7 jours vous vivrez dans la souka et le 8e vous la mangerez. Allez Maurice, reprends un peu du scar, j'en peux plus. J'ai mangé 2 dauphanotes, 2 parois, j'en peux plus. Là je vais m'étouffer, je vais mourir. Ah, c'est la mitzvah. Imagine la Torah elle aurait dit la femme chaque mois, à la fin de sa nida, ira dans le mikvé et elle boira les 400 litres. Évidemment, par pitié, on aurait mis un mikvé propre, avec bien sûr, des choix, gonadine, panaché, on aurait trouvé des solutions. Mais il faut les boire. Allez, Madame Cohen, il vous reste 200 litres, je vais mourir. Et votre mari s'impatiente, il est mal garé, qui crève. Il a qu'à venir boire avec moi. Donc le bon Dieu, il a été gentil, il t'a dit, tu rentres dans le mikvé, mais tu ne bois pas l'eau. Alors qu'il aurait pu dire boire l'eau, parce que tu sais bien que quand tu as purifié l'extérieur avec le mikvé, il faut purifier l'intérieur, et là, il y a du boulot. Là. Ouais. Donc, il a dit, tu ne bois pas l'eau du mikvé. Il a dit, tu ne manges pas la souka. Il n'a pas dit, tu manges des téphilines. Alors, tu veux un tagine de tefilin, tu veux un émincé de tefilin, tu veux un bouillon de tefilin. Non, tu ne manges pas les tefilin, tu ne les manges pas. Alors, je repose la question. Si on ne mange pas les tefilin, on ne mange pas la souka, on ne boit pas le mikvé, pourquoi on doit manger la matzah? Vous allez dire, oh, mais c'est normal. Monsieur le rabbin, je m'excuse. J'essaye de faire le brel. Mais la matzah, monsieur, c'est de la nourriture. C'est pour ça qu'on la mange.
l'orifice tu as utilisé pour exprimer un truc pareil? D'accord? Alors écoutez-moi bien. La matzah, c'est de la kedusha. La matzah, c'est un keli de mitzvah. C'est une mitzvah. C'est pas de la nourriture. Quand la Torah t'a demandé de bouffer. Ah, quand il y a quelque chose à bouffer, on aime faire les mitzvot. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent à 11h à la synagogue, pour le buffet. Pour le kidouche. Juste attends, ils se mettent devant les charcuteries, attends qu'il y en a un qui bouge. Allez-y, Bécham, roux. Il est prêt à manger, le gars. Tu sais pas comment il a fait, il a pris 28 parts de... On l'appelle Flash Saucisson, d'accord? Un cousin de Flash Gordon, ouais. Non. J'ai jamais vu un rabbin comme ça. Il y en avait qu'un, ils ont cassé le moule, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que pourquoi tu dois manger la matzah? Je vous donne pourquoi. Parce que la matzah, on a dit que ça représente la mitzvah. Quand tu manges la mitzvah, tu deviens mitzvah. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que la Gemara dit que normalement, quand un Talmid Chacham il meurt, un grand sage il meurt, un érudit de la Torah il meurt, normalement on doit prendre un Sefer Torah et le rendre pasoul, inapte, en mettant une tache de cire ou quoi, et l'enterrer avec le Chacham. Parce qu'on dit qui yemze mashokatouf basé. Celui-là, ce mort-là, il a accompli ce qui est écrit dans celui-là. C'est-à-dire que le Chacham, en fait, c'est un Sefer Torah vivant. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il peut devenir un Sefer Torah vivant, alors toi, tu peux devenir une mitzvah vivante. Maintenant, quand tu manges la mitzvah, étant donné qu'on est ce qu'on mange, comme ça il dit le Shem Ishmuel, c'est pour ça que les gens qui mangent du crabe, ils marchent de travers. C'est normal, d'accord? Donc, quand toi tu manges la matzah, et que la matzah, ça représente la mitzvah, tu deviens mitzvah. Ah, si vous allez me dire, mais à ce moment-là, on est obligé de manger la matzah que le soir de Pessah. Vous savez que d'après la Lacha, vous mangez, on va dire, 30 grammes minimum, 2 fois 30 grammes le premier soir. Si vous voulez manger 4 fois 30 grammes, il y en a 5 fois 30 grammes. Après, vous n'êtes plus obligé pendant une semaine de manger de la matzah. Vous pouvez manger des haricots verts, des pommes de terre, des choux-fleurs. Vous n'êtes pas obligé de manger de la matzah. La seule obligation de matzah, c'est le soir du 15 Nissan, le soir de la Gada. Ça va? Super. Et si je vous dis le reste de la semaine, qu'est-ce que vous allez répondre? La réponse la plus débile du monde. Vous allez dire, c'est pas obligé. La vérité, je ne supporte pas ce langage. C'est quoi, je ne suis pas obligé? Tu sais, tu n'es pas obligé de manger. Tu n'es pas obligé de sourire. Tu sais, tu n'es même pas obligé de vivre. Tu pourrais faire une mitzvah. Et nous débarrasser de ta gueule de mort. Ouais. Donc en fait, on est obligé de rien. Oui, on est obligé de rien. Alors si on faisait que ce qu'on était obligé, alors à quoi ça servirait? Est-ce que tes parents, ils étaient obligés de te mettre au monde? Ils n'avaient pas besoin, ils étaient heureux les deux. Qu'est-ce qu'ils sont venus se prendre la tête avec un ouf? Ils n'étaient pas obligés d'avoir un bébé. Ils auraient pu se préserver activement de ta naissance, ce qu'on appelle un préservatif. Ouais. Non, ils t'ont mis au monde, ils t'ont assumé. Oui, tu n'es pas obligé d'acheter la maison. Tu peux rester tranquille dans ton HLM. Tu n'es pas obligé de faire une mitzvah de plus. Ça suffit, c'est déjà pas mal d'être traditionnaliste. On ne va pas, hasvé shalom, devenir orthodoxe. Oui, mais tu n'es pas obligé de faire des études. Tu peux continuer à laver le parterre ou à la sortie du McDo. On est obligé de rien en vérité. Ah, alors si on n'est pas obligé, pourquoi on va le faire? Alors toujours, je vous donne cette anecdote extraordinaire. Moi, je la trouve extraordinaire. C'est que Baba Salé, on a entendu parler de lui. Baba Salé, c'est un grand sadique. Son gendre, c'est un grand Shiva. Un chacham, très chacham. Et un jour, le gendre, il sort des toilettes, il se lave les mains avec le robinet. Bon. Alors, Baba Salé lui a dit, fais des tilates avec le Kéli. Alors, oui, il ne sait pas quoi faire. Baba Salé lui a dit, faire avec le Kéli, et lui, il connaît la lacha. Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on n'est pas obligé de prendre un Kéli. On n'est pas obligé de prendre un ustensile pour faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On n'est pas obligé. Alors, il va voir Baba Salé avec un livre. Mishnah Brora, Shulchan Aruch, il dit, regardez, Vodara, Mechila, Mechila, Mechvodo, Mechila, Mechila, Mechila. Aval, Katouv, Po, Ayotse, Mibet Akise, Lo, Chayav, un homme qui sort des toilettes, il n'est pas obligé de. Baba Salé, il a dit, Ani Yodéa. Il connaît tout le Shulchan Aruch par cœur, lui. Le tour, le Bet Yosef et le chasse. Tu viens lui apprendre une choix. Le Mishnah Brora. Il s'est dit, Ani Yodéa. Regardez la réponse qu'il a donnée. Il a dit, je sais. Avalma erpatlecha le osif kedusha al kedusha. Qu'est-ce que ça peut te faire de rajouter de la sainteté à la sainteté? C'est-à-dire que si tu te rinces avec le robinet, ouais, tu vas être propre.
Et si tu te laves avec le Kéli, ça donne de la Kedusha. C'est ça, Netilat Yadayim. Pourquoi on fait Netilat Yadayim avant de commencer le matin les brachot? Avant de commencer les mitzvot? Pourquoi on fait Netilat Yadayim? C'est pourquoi? Parce que tu vas élever tes mains. Netilat Yadayim, c'est-à-dire je vais donner mes mains pour le service d'Hachem. Je ne vais pas donner mes mains pour taper l'ordinateur, ou pour aller bouffer, ou pour aller enlever un pneu, ou pour aller toucher la voisine. Je vais donner mes mains pour Hachem. Donc en fait, quand je vais donner mes mains, ça veut dire que je vais élever mes mains. C'est pareil. Ouais, moi, il y avait une femme, pour laver la synagogue, elle prenait son foulard. Parce qu'elle dit, je ne peux pas prendre une serpillière, c'est la synagogue. Après, elle relavait le foulard, elle le remettait sur la tête. Mais elle avait un kavod pour la synagogue. Toi, tu dis, c'est pareil. Il y avait un rave, on dit, pour donner un cadeau à sa femme, alors qu'elle l'insultait tout le temps, il le mettait dans son foulard. Et à l'époque, les Tanaïm, leur foulard, pour eux, c'était très important parce que c'est ce qui leur préservait les yeux. Ils mettaient comme ça de chaque côté pour ne pas voir ce qui se passait dans le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que c'est pas obligé de manger la matzah. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Puisqu'à chaque fois que tu vas manger 30 grammes de matzah, chaque fois que tu vas faire le Birkat Hamazon sur la matzah, chaque fois que tu vas t'imprégner de la mitzvah de matzah, eh ben tu vas augmenter ta sainteté. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as peur d'être trop saint? Comme une fois j'ai dit à un gars, il faut faire comme ça et comme ça et comme ça avec ta femme. Il m'a dit, elle va être trop heureuse. J'ai jamais compris. Pourtant, je peux vous dire que j'ai un très haut niveau au niveau de la zoologie. Je dis, écoute, heureuse, je connaissais le heureuse, mais trop heureuse. Genre, elle va être trop heureuse, mais tu n'arrives même pas à la rendre heureuse, tu as peur de la rendre trop heureuse. Vous comprenez ou non? C'est pas grave. Eh bien, c'est exactement pareil. Est-ce que quelqu'un il va dire, j'ai peur d'être trop riche? C'est rare. Alors, pourquoi tu as peur d'être trop religieux? Tu as peur qu'il t'arrive quoi? Tu deviens trop juif. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'une personne, c'est une mitzvah facile. On t'a juste demandé de manger. Mais quand tu vas manger, tu vas t'imprégner de la kedusha de la mitzvah. Mais pas parce que tu as faim, ou parce que tu aimes le goût, ou parce que tu l'écrases dans le café au lait. Non, ça c'est juste de l'appétit, ça. Non, tu fermes les yeux et tu dis ça, c'est une mitzvah. Je suis en train de manger une paire de téphilines. Je suis en train de manger une souka. La kedusha de la souka, je suis en train de la manger. Et comme ça, je vais la manger, elle va s'imprégner dans mon corps, elle va s'imprégner dans mon sang, elle va s'imprégner dans ma peau, je vais devenir une mitzvah vivante. Donc quand la Torah elle a dit Ushmartem et matzot, on a compris maintenant. C'est vrai que le mot matzot et le mot mitzvot, c'est pas la même chose. Et c'est vrai d'un autre côté qu'ils s'écrivent de la même manière. Parce que la Torah elle t'a dit, elle t'a donné le secret, que l'accomplissement, le secret du développement de l'être et du développement de la relation avec le divin, ouais, en fait, c'est exactement le secret de la fabrication des matzot. Et que toutes les règles, comme on l'a vu ensemble, de la fabrication et de la préservation et de la fabrication des matzot, en fin de compte, c'est les règles de la relation avec le divin. Hazak ou Baruch. Alors on va dédier le cours